messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau du samedi soir, le grand déballage. Les réseaux sociaux, le monde dans lequel nous voulons tous exister par tous les moyens, développer nos activités, échanger avec les amis ou bien d'autres encore. Leurs avantages ne sont plus à démontrer. Néanmoins, l'autre revers de ces outils dont on ne peut plus se passer, c'est bien l'addiction. Qu'est-ce que c'est réellement ? Comment vous en sortir? Les comportements d'un addict. Est-ce que vous êtes déjà un addict? Vous le saurez peut-être dans cette émission. Autant d'interrogations donc auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités. Et en deuxième partie de cette émission, nous parlerons du phénomène des sextapes, toujours sur les réseaux sociaux. Pourquoi on en observe autant, les dégâts que cela peut occasionner donc pour les auteurs. Restez donc avec nous et partagez vos commentaires également en direct sur ce plateau car nous vous ouvrons l'antenne. Ce sera à travers deux contacts, le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 si vous voulez nous appeler sur le plateau ou encore via message WhatsApp sur le 54 10 18 20 54 10 18 20. Nous démarrons donc tout de suite avec le premier plateau, mais avant je vous présente mes invités qui sont déjà installés. Alors Mohamed Dorego, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Très bien également, merci d'être avec nous ce soir. Le plaisir pour moi. Vous êtes coach. Vous allez donc nous expliquer un tout petit peu comment tout cela s'explique de votre expérience, de ce que vous observez également. Marouf Fabiola Boussari, bonsoir. Bonsoir à vous, Brunel Mérinade aussi. Bonsoir Mohamed Dorego. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Toujours au rendez-vous. Merci d'être avec moi sur ce plateau également. Alors, déjà, je voudrais quand même vous demander, vous êtes inscrit sur combien de réseaux, Mohamed? Je dirais quand même que je suis quand même sur la plupart des réseaux sociaux. Hein. Bon. Maintenant, tout dépend Est-ce que tout est indispensable pour vous? Moi, de point de vue, disons, commercial, du point de vue de mes activités, tout n'est pas indispensable, mais je suis quand même sur les réseaux les plus importants que j'ai jugés utiles par rapport à mon business et par rapport à mes activités. Marouf? Oui, je suis presque sur tous les réseaux sociaux parce qu'il faut s'informer, il faut être informé, et il faut connaître ce qui se passe ici, savoir ce qui se passe également ailleurs. Donc, à part ça, regardez l'actualité, les vidéos, les photos, liker, commenter. C'est ça. Donc, tout cela donc pour être informé surtout, et également pour le business. Et il y a aussi, quand vous aimez par exemple le football, il y a des applications qui permettent les paris et autres. Donc je suis souvent connecté et je suis presque sur tous les réseaux sociaux. Également le travail, quand il s'agit par exemple de relayer certaines informations du net, c'est l'actualité du net, le buzz sur le net, il faut également se servir de ces réseaux sociaux pour pouvoir relayer ce qui se passe. Très bien. Alors, l'addiction, qu'est-ce qu'on peut quand même entendre par l'addiction? À quel moment on dit qu'on est addict pour vous, Mozart? Et plutôt, monsieur Mohamed. Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à mon frère qui est en face de moi, dont je n'ai pas gardé le prénom, donc veuillez m'en excuser. Marouf, ok, oui. D'accord. Merci beaucoup à Marouf également pour l'accueil. Dans le vif du sujet, quand on parle d'addiction, c'est déjà quelqu'un qui a une pratique assez excessive et incontrôlée vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, ne peut plus se passer des réseaux sociaux. Dès que cette personne s'en passe, on sent un certain nombre de signes, de symptômes qui montrent que vraisemblablement, cette personne est addicte. Donc, addiction, il faut garder simplement deux adjectifs, excessif et incontrôlé. Donc, quand ça arrive à cette étape-là, il faut déjà savoir que cette personne est en train de virer dans le rouge. Il y a un tic. Maintenant, est-ce que la personne elle est prête? D'abord, est-ce que la personne elle est consciente? Est-ce qu'elle est prête à sortir elle-même de ce cercle vicieux dans lequel elle s'insère, s'engouffre petit à petit? Donc là est toute la question. Une utilisation excessive, vous nous le disiez tantôt, donc de ces outils. Dans mes recherches, j'ai noté quand même que déjà à partir de 4 heures de temps, vous êtes déjà un addict. Quand vous l'utilisez pendant 4 heures par jour d'affilée, c'est que vous êtes déjà un addict. Oui, on peut le dire ainsi parce que lorsqu'on regarde déjà que
le temps de travail réglementé qui est de 8 heures par jour. Lorsque vous devez travailler pendant 8 heures, vous prenez 4 heures d'affilée pour dire que vous êtes vous êtes connecté à des réseaux sociaux. Il est clair que vous êtes addict parce qu'en temps normal, c'est inadmissible, c'est inconcevable d'avoir les yeux rivés dans un écran pendant 4 heures. Très bien. Alors, Marouf Abiola Boussari. Oui, je pense que déjà 4 heures, c'est véritablement beaucoup pour être concentré sur l'appel, quand bien même nous en faisons plus. Et moi, par exemple, je note, c'est des signes que je note, par exemple. Lorsque, par exemple, vous vous levez, vous ne pouvez pas ne pas toucher votre appel. Et lorsque vous voulez dormir, vous ne pouvez pas ne pas toucher votre appel. Ça veut dire que vous êtes indépendant. Il y a cette indépendance. L'autre chose, c'est quand vous allez, par exemple, aux toilettes et sur le pot, permettez-moi de le dire comme ça, vous êtes toujours collé, scotché à votre portable, en train d'écrire à des amis, en train de regarder l'actualité, le fil d'actualité sur Facebook, en train de regarder ce qui se passe sur Instagram et autres. Vous êtes déjà indépendant. Il y a aussi en marchant... Dépendant, hein? Oui, dépendant. Il y a aussi qu'en marchant, par exemple, il y a d'autres, le seul bip de leur téléphone portable et en même temps ils sont stressés. Et en marchant, ils sont obligés de manipuler, de pianoter le téléphone portable, de toucher au clavier pour répondre. Alors que là également, il y a des dangers. Lorsque lorsque vous marchez et que vous utilisez votre téléphone portable, risque d'accident, risque de ne pas être concentré sur la circulation et autres. Il y a aussi en mangeant, des gens, par exemple, qui sont en train de manger, qui ne peuvent pas laisser leur portable. Ils sont en train de faire les deux choses à la fois. Ils mangent et en même temps, ils sont en train de pianoter, en train de répondre à des appels. Et même il arrive parfois que lorsque vous êtes dans un groupe, lorsque par exemple c'est une notification qui arrive à X ou Y personne, en même temps vous pensez à votre téléphone portable. Est-ce que le mien n'a pas vibré? Est-ce que le mien, je n'ai pas reçu de message? Est-ce que je n'ai pas reçu de message? Donc c'est ça. Mais normalement ça ne devait pas être le cas. Et ma foi, je pense que nous devons pouvoir contrôler le portable. Il ne faut pas que le portable nous contrôle. Et c'est essentiel. 4 heures de temps, c'est vrai. Ça prouve que vous êtes dépendant. Et il est important de pouvoir réduire le nombre de... C'est vrai. D'autres vont dire qu'ils vont s'ennuyer s'ils ne touchent pas leur portable. Parce que c'est leur élément distractif. C'est ça qui leur permet de se distraire. C'est ça qui leur permet de faire autre chose. Finalement, est-ce qu'on se distrait pas trop par rapport au travail? On se distrait beaucoup trop, hein, si on utilise le téléphone autant. Oui, on se distrait beaucoup trop. Mais ce n'est pas que la distraction. Regardez par exemple l'autre phénomène de mobile money où vous êtes obligé d'utiliser le portable pour pouvoir le faire. Allez sur certains réseaux sociaux pour vous permettre d'être connecté et de pouvoir faciliter d'autres applications, par exemple des vidéos, des chansons et autres. Et je pense quand même au-delà de la distraction, il y a les conversations pour rester en contact. Parce que là, vous êtes ici par exemple pour communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Vous utilisez par exemple votre réseau social, n'importe quel réseau social pour pouvoir communiquer à moindre coût avec la personne. Et je pense que c'est l'élément facilitateur de la communication. Et malgré ça, nous ne pouvons pouvoir réduire. Et pour réduire, il faut s'organiser psychologiquement. Nous allons y venir tout à l'heure. Alors, Mohamed Dorego, qu'est-ce qui peut quand même expliquer le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus du tout s'en passer? Il y a plusieurs facteurs. La première des choses, nous avons plusieurs causes. Nous avons par exemple des causes, premièrement, des causes mentales. D'accord. Nous avons des personnes qui ressentent un profond mal-être. La société aujourd'hui est remplie de personnes qui ont un profond mal-être. Et des personnes qui ont le mental à la fois mal nourri et sous-nourri. Dans ces genres de catégories de personnes, on voit des personnes, par exemple, qui ne sont pas suffisamment matures. Je prends par exemple le cas des enfants qu'on presse, on stresse pour qu'ils aillent très tôt à l'université. Donc, un enfant se retrouve à l'université à l'âge de 14 ans, 15 ans, n'est pas préparé aux réalités de cet univers et puis on le jette dedans. Donc, cet enfant se retrouve dans un milieu où il y a un stress, où il y a un mode de vie, il y a un style de vie, alors qu'il n'a pas eu le bon mental, son mental n'a pas été préparé pour ce monde-là. Du coup, il a deux choix. Soit il subit, il tombe dans une dépression, il y a un cas d'isolement qui fait que, il se dit, la seule chose que je vis un semblant de vie au travers des réseaux sociaux, ou alors il se dit à un moment donné, je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire, il utilise les réseaux sociaux et c'est ça qui tombe sur le second cas dont nous allons parler en deuxième partie. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Il y a par exemple également des causes d'ordre psychologique.
qui sont le fait que des personnes ont subi, par exemple, des abus, des injustices, des humiliations, des déceptions, des échecs, et ils se disent finalement, en fait, j'en ai marre de la vie. Ils se rétractent parce que l'un des signes d'une personne qui est addict aussi, il y a aussi la fuite des relations. Vous allez voir que les personnes qui sont addictes des réseaux sociaux, c'est des personnes en fait qui évitent le monde, le contact en fait. C'est des personnes qui préfèrent être, en fait, il y a le repli de soi. Vous comprenez? Donc, c'est des personnes, en fait, parce qu'ils ont connu des difficultés, ils ont connu des situations quand même assez difficiles. Ils se disent, bon, au moins, je vais me défouler au travers de ces éléments parce qu'on ne me voit pas. Je peux être moi, je peux parler et je peux vendre l'image que je veux alors que ce n'est pas la réalité. Nous avons également les causes familiales, surtout. Et ces causes, en fait, sont issues du fait que les parents n'ont pas appris à leurs enfants à être eux-mêmes, à s'assumer. D'abord, c'est des enfants à qui on n'a jamais dit « tu es belle, je t'aime, tu as de l'avenir et tout ». Et du coup, en découvrant un peu les réseaux sociaux, ces jeunes, bien ces personnes se retrouvent un peu assez confiants. Et ça, c'est même pas au niveau des jeunes uniquement. Il y a des personnes qui ont 60 ans, 50 ans, mais qui ne savent pas s'apprécier, s'aimer, s'accepter, s'assumer. Et on se dit alors, parce qu'on se compare à X, à Y, non, tel a fait ça, non, tel a un corps de rêve et tout. Moi-même, j'ai déjà 3 enfants, je veux ressembler. En fait, il y a l'effet de snobisme, il y a plein de choses en fait qui peuvent amener les gens à aller vers cet élément-là. Et puis maintenant, il y a également un peu, je vais dire des causes un peu criminogènes, c'est-à-dire il y a des personnes qui veulent utiliser ça, par exemple pour arnaquer, par exemple pour bâtir un univers qui n'existe pas, mais quand même qu'on veut exploiter pour pouvoir avancer. Donc c'est quelques causes que je viens d'énumérer qui peuvent amener des personnes en fait à ne plus se passer des réseaux sociaux. Maintenant, il y a aussi, comme l'a souligné Marouf, ceux qui en font un business. J'ai une activité, tout ce que je fais passe par là, des gens comme moi. Moi, tout ce que je fais, c'est en ligne, mes livres, mes chroniques, mes formations et tout est là. Donc, à un moment donné, je me dis, tiens, il faut que je fasse une publication, il faut que je voie l'avancement. Est-ce que telle publication a eu des portées? Est-ce que ça a été apprécié? Est-ce que ça a été accepté? Qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé? Donc, il y a des personnes qui suivent constamment. Il y a ceux qui, par exemple, sont intéressés par les événements comme les paris, comme ceux qui font du trading, ceux qui font... Bon, en fait, c'est des personnes, ils sont obligés de suivre parce qu'ils savent que en une seconde, en une fraction de seconde, ils peuvent perdre suffisamment. Oui. Donc, il faut surtout être là en train de veiller. Seulement quand on a de la vision. Parce que tout à l'heure, l'autre chose, l'élément principal, la base, moi, je parle en tant que coach, qui fait que les gens se donnent aux réseaux sociaux, en fait, c'est parce que les gens n'ont pas un plan de vie. Très bien. Alors, le plan de vie, nous allons en parler tout à l'heure. Marouf, vous avez réalisé un élément pour nous. Vous êtes allé questionner quelques citoyens sur leur utilisation, ce que représente le téléphone et les réseaux sociaux pour eux. Nous allons suivre et nous reviendrons juste derrière pour en parler. Il est loin le temps où on utilisait son téléphone portable que pour téléphoner. Depuis l'arrivée des smartphones, avec les diverses applications qui s'y trouvent, les jeunes sont devenus très scotchés à leurs appareils qu'ils manipulent sans arrêt. Tous les endroits sont bons pour avoir les yeux rivés sur le petit écran. En circulation, en mangeant, au repos, et là, aucune position n'est épargnée. Un outil considéré comme indispensable. Il a même rendu certains accros. Ils ne peuvent pas s'en séparer. C'est le mot même ça, accro. Accro. Sans mon portable, je crois que je ne peux rien faire, sincèrement. Je suis collé à mon portable de 24 heures sur 24 heures. Je ne lâche jamais mon portable. Mon portable est comme un bébé. Je le chéris, je le garde bien. Bon, je ne peux pas laisser mon téléphone. Je ne peux pas une seconde, je ne peux pas. Je vous assure, je ne peux pas laisser mon téléphone. Je ne peux vraiment pas m'en séparer. Mon portable, c'est toute ma vie en fait. Je risque d'avoir un palu. Je ne vois pas ma vie sans mon téléphone en tout cas. Je ne me vois pas ne pas utiliser un téléphone. Même au milieu de la nuit, je me réveille pour manipuler mon téléphone. Bon, en disant que c'est une maladie ou je ne sais pas. Même 30 secondes, je ne peux pas faire. C'est déjà trop. Mon portable, je peux rester à la famille. Ça me déconnecte du monde. Quand je fais exprès même de laisser ça quelque part, je ne peux même pas être à l'aise à cause de cela. Je ne peux pas m'en séparer, en aucun cas, même quand je suis malade. Sinon, 1 minute de séparation là, c'est qu'elle est mourir. Je ne peux pas m'asseoir comme ça et tu vas prendre mon téléphone, je vais devenir folle. Tellement préoccupé par son téléphone portable
qu'il refuse de nous accorder une seule seconde de son temps. Il nous a dit « Je suis très concentré ». L'état de dépendance change parfois les comportements. Même pour déposer son téléphone portable, il faut parfois des contraintes. Des contraintes comme la prière, le sommeil et les cours. Et là encore, les avis sont partagés. Il dépose le téléphone pendant les cours. Mais quand il ne comprend pas, là, il ne dépose pas mon téléphone. Parce qu'il est devenu folle quand il ne comprend pas un coup. Et qu'il serait là, regarder, il est devenu folle. C'est quand il demande l'argent à quelqu'un là. Mais quand il fait croire à papa que mon portable est gâté là, qu'il doit m'acheter un autre là. Parce que je dois changer le téléphone là. C'est quand il dépose ça, il quitte tous les réseaux sociaux. Mais j'ai toujours mon portable, je fais photo chaque jour. En tout cas, c'est pas intérêt que moi je dépose mon téléphone. C'est lui mon copain, c'est lui qui me donne à manger. Quand il souffle là, c'est lui qui trouve. Il fait comment? Si ça se casse là, on va réparer. Ça se casse là, même ça se casse comme ça là. On va mettre Dieu dedans pour écrire. C'est mon amour premier même. Le portable est aujourd'hui le copain ou bien le voisin numéro 1 de l'homme. Quand tu te retrouves quelque part pour prendre de l'air, la chose avec laquelle tu peux te distraire facilement, c'est ton portable. Avec le portable, dans ton portable, tu es partout, tu te déplaces avec ton portable, c'est tout ça. Donc avec le portable, on ne s'ennuie pas. Le premier signe d'une addiction sévère au téléphone, la première et la dernière chose que tu fais, c'est de regarder ton téléphone. Quand tu te réveilles le matin, avant même d'aller pisser, tu regardes ton téléphone. Tu regardes le fil d'actualité. Deuxième signe qui prouve que tu es extrêmement addict à ton téléphone. Mais genre, extrêmement. Ça, c'est le niveau top du top. Quand tu es sur le pot, tu es occupé avec ton téléphone. Tu es en train de regarder le fil d'actu de Facebook. Troisième signe. Quand tu manges, tu n'es pas avec ta nourriture. Tu es avec ton téléphone dans les mains. Avec ses fonctions, le téléphone portable est sollicité constamment par son propriétaire pour envoyer des mails, répondre à des messages, s'informer, se distraire, recevoir des likes sur les réseaux sociaux. Des likes qui sont parfois des éléments de satisfaction sur ce que l'on a publié. Mon téléphone me permet de faire tout ce que je veux, bon, quel que soit l'endroit où je suis. Des recherches, et si un mot m'échappe, je vérifie ça avec mon téléphone. Ou par exemple, ça me permet d'écouter la musique, de me distraire, de jouer à des jeux si je m'ennuie. Puis ça me lie avec l'école, les amis. Oui, c'est pour voir ce que j'ai raté comme information sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, WhatsApp et puis Telegram. Il y a plus d'autres applications, mais la raison la plus importante pour laquelle je me colle à chaque fois un portable, c'est l'application qu'on appelle OneXBet. Parce que c'est là, je me débrouille avec ça, sincèrement, et ça me rapporte un peu. Même dans les foyers, le téléphone est un élément qui cause parfois des dégâts. Madame est gênée. Elle est gênée, effectivement. Elle est gênée. On parle de ça chaque fois, mais bon, on se comprend quand même. À un moment donné, elle prend ça, elle met ça quelque part. Bon, je ne sais pas qu'elle saisit ça, mais bon, elle cache ça quelque part, histoire de te concentrer un peu sur elle. Puis ça, après, 15-30 minutes après, elle te remet ton portable. Au-delà du côté d'attachement, le téléphone portable reste un élément facilitateur de la communication. Allô maman. Et c'est à propos de dans un numéro John Tipo, c'est très nécessaire positivement. Mais normalement, il doit rencontrer la dame à midi à 13h00. Mais c'est impossible. J'ai encore faim. Je suis en train de manger et j'ai profité en même temps, j'ai échangé avec les deux. Avec qui il doit faire. Et je continue encore mon chemin. Le portable est bon quand nous devons utiliser le portable dans un bon sens. Parce que la plupart maintenant prennent le portable maintenant. Il y a des élèves ou soit des gens qui utilisent uniquement pour faire des affaires de prostitution. C'est quelque chose qui est négatif. Ou soit quand les enfants ils n'ont rien à faire, ils allument le porno. C'est un terrain négatif ça. Ou soit avec cela maintenant, il y a d'autres maintenant, ils profitent par là maintenant. L'intéressé que ne peut pas voir en face et l'insulter ou soit pas échanger avec lui, il profite par là maintenant pour envoyer des mots d'injure. C'est pas bon. Car le portable c'est quelque chose qui est mondial dans le sens positif. Car dans le sens négatif, tout le monde n'a pas les mêmes psychologiques. Il y a d'autres qui utilisent cela négativement. Quand même, c'est pas pour cela qu'on va regarder le négatif et refuser le positif.
Et ben voilà, c'est pas pour ça qu'on va regarder le négatif et refuser le positif. Voilà, donc le mot de fin. Merci à Maro Fabiola Boussari qui a réalisé cet élément. Vous pouvez participer donc à ce plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111 ou nous envoyer un message tout simplement via le réseau WhatsApp sur le 54 10 18 20 54 10 18 20 et vos commentaires seront lus dans les prochaines minutes. Alors, nous avons un invité donc qui nous a rejoint en plateau. Moussa Elisha, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir est pour moi. Vous êtes juriste. Alors, étant donné que vous venez d'arriver, vous êtes inscrit sur combien de réseaux, monsieur Bozard? Je suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Voilà, sur les trois. Sur les trois, oui. Très bien. Donc, tout c'est indispensable pour vous? Pas indispensable, je ne dirais pas indispensable, parce que mon activité professionnelle ne s'y déroule pas, donc je ne dirais pas indispensable, mais utile quand même. Utile, très bien. Alors, vous avez suivi, M. Dorego, tout à l'heure, l'élément. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que je vois des jeunes qui disent carrément qu'ils ne peuvent pas se passer de leur téléphone, pas même une seule seconde et tout. Et bon, déjà je suis habitué à entendre ce discours. Mais je dis, c'est parce que, comme je l'avais dit, ils n'ont pas encore un plan de vie. Ils n'ont pas encore un objectif qu'ils poursuivent, véritablement. Et ils sont encore jeunes. Je les attends dans 10 ans, quand ils seront pères de famille, mères de famille, quand ils auront des charges beaucoup plus avérées, beaucoup plus tenantes et tout, dans une administration et tout. Ils auront l'obligation de revoir un peu leur attitude, leur comportement. Maintenant, je souhaite parce que c'est là les conséquences, en fait, que si très tôt, ces jeunes ne se traitent pas, parce que ça, c'est une maladie. Il y a une qui a dit qu'elle ne sait pas si c'est une maladie. Je confirme, c'est une maladie. Si très tôt, cette personne ne se traite pas, c'est que même en face des opportunités, elles ne pourront pas profiter des opportunités ni en jouir comme cela se doit. Elles vont perdre des opportunités. Ça, c'est également l'un des signes pour savoir si une personne est addict ou pas. Il y a la perte de la motivation, il y a le fait que la personne n'arrive pas à travailler même quand on lui donne quelque chose parce qu'elle est déconcentrée. Beaucoup d'apprenants, quand ils viennent me voir, comment est-ce que fait, je me rappelle lors d'une conférence, j'étais là, je suis venu, j'ai demandé à tout le monde de se présenter. Oui. À un moment donné, j'ai répété le nom de chaque personne, des 30 personnes qui sont là. Ils me disent, mais monsieur, vous faites ça comment? Je dis oui, parce que j'essaie de développer ma mémoire, mais le fait chez vous, c'est que vous êtes tout le temps avec vos téléphones. Vous êtes tout le temps dedans. À moins de choses, vous êtes déconnectés. Les gens n'arrivent pas. Déjà, scientifiquement, il a été prouvé que nous ne pouvons être concentrés que pendant 25 minutes maximum. Seuls ceux qui ont atteint un pic peuvent dépasser ça. Maintenant, il y a des personnes qui ne peuvent même pas être concentrées pendant 1 minute. Et c'est des gens qui ont des cours en main, il faut apprendre et tout. Donc, franchement, je souhaite vivement que par cette démission pareille, qu'on puisse apporter des solutions et que les personnes qui en souffrent reconnaissent qu'elles sont malades et qu'on puisse voir comment est-ce que nous allons traiter ça. Très bien. Alors, Elisha, vous remarquez la même chose dans la société? Oui, c'est un constat général. Heureusement d'ailleurs que je ne fais pas partie de ceux-là qui ne peuvent pas s'en passer. Mais effectivement, vous voyez beaucoup de jeunes et qui ne peuvent pas se passer de leur téléphone. D'aucuns parlent de 1xBet. D'autres parlent de Facebook. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de Facebook. Et je confirme, comme le dit le cher collègue, que c'est vraiment une maladie. Je pense que c'est une maladie, il faut se traiter. Parce qu'il a dit quelque chose de très important. Et je voulais rebondir là-dessus quand tout de suite, dans son développement, il a donné la nuance. C'est qu'il disait qu'à un moment donné de leur vie, ils seront amenés à s'en défaire. Et je voulais dire, mais pas forcément, parce que si la dépendance continue, il n'y aura pas ce moment dans leur vie où ils ne pourront pas s'en défaire pour se concentrer sur leur famille. Parce que vous voyez, en famille également, moi j'ai été rendre visite à un cousin, par exemple. J'ai été choqué de me rendre compte qu'il était dans son téléphone, sa femme aussi, pendant que le bébé pleurait et personne ne s'occupait de l'enfant. Donc voilà des gens qui ont des responsabilités et des charges, mais malheureusement, leur addiction au téléphone n'arrive pas à leur permettre de faire face à leurs charges et responsabilités. Marouf, vous qui avez réalisé l'élément,
Oui, ce qui m'a surpris, c'est un monsieur qui était tellement concentré. Et c'est à la place des Mathis, la place de Souvenir, que nous avons réalisé une partie de cet élément. Et pendant au moins près de 30 minutes, il était concentré sur son portable. Il ne vous a pas vu? Il ne nous a pas vu. On s'est rapproché de lui, il ne nous sentait même pas. On lui a posé une question, il dit, mais attention, vous me déconcentrez. Et il s'est levé pour aller. Donc, il dit, même une seule seconde, lui ne peut pas nous accorder. Que lui, il est tellement concentré que lui, il est en train d'écrire avec ses amis. Et en même temps, lui, il est en train de faire son business que lui ne peut pas. Donc, c'est devenu une forme d'addiction. Et donc, il ne peut pas se séparer. Donc, à part ça, il y a également la dame là qui a parlé elle-même. Elle dit, c'est une maladie ou quoi? Je ne sais pas. Mais dans la nuit même, je me lève. La première des choses que j'arrive à faire, là, facilement, c'est de prendre mon téléphone portable et de regarder le message. Il y a une même qui a même dit, oh, même la vie en couple ne l'intéresse pas. Je n'ai pas voulu faire sortir ça. J'ai dit, mais comment? Il dit, mais la vie en couple, même si mon portable est là, je peux changer de copain comme je veux. Alors que mon portable est avec moi permanemment. Et si le portable se gâte, on va le réparer. Il y a d'autres même qui disent que vous avez entendu dans l'élément que, par exemple, au cou, si le cou est un peu ennuyeux, difficile à comprendre, elle prend son portable et qu'elle ne peut pas se séparer de son portable. Et je lui ai dit, mais est-ce que le portable là, ça te donne de l'argent? Est-ce que c'est une source de revenus? Elle dit oui. Quand je vais appeler BG, quand je vais appeler Beau Gosse, je pense que oui, c'est des éléments qu'on ne peut pas faire ressortir dans le reportage. Quand je vais appeler tout de suite Beau Gosse, rapidement ça va sortir. Portable là, c'est l'argent. Donc c'est beaucoup de facteurs. Et quand vous remarquez, on leur a posé également d'autres questions. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous déposez votre portable? Le stress, l'anxiété et l'absence de concentration et un peu de tout. Et ça ne leur permet même pas d'évoluer dans la vie. Et c'est là je rejoins monsieur Mohamed Dorogo quand il parle de plan de vie. Parce que lorsque tout est structuré dans votre vie, parce que le portable même est dans le plan de vie. C'est-à-dire, je consacre pendant toute la journée tel nombre d'heures à mon portable. Le reste du temps, je fais quelque chose d'important pour réaliser mes rêves. Je fais quelque chose d'important pour me concentrer sur mon devoir, me concentrer sur mon travail. Imaginez par exemple un enfant qui consacre 3 heures. Un jeune qui consacre par exemple 3 heures. Il dit, bon, 2 heures, je consacre à mon portable. Pas de réseaux sociaux. Vous savez, je ne vous apprends rien. S'il y a une urgence, on ne va pas vous envoyer un message, on va vous appeler. Donc, urgence, c'est déjà réglé. Donc, le reste, c'est nous-mêmes qui devons commander le portable. En mettant, par exemple, 2 heures de temps par jour. Les autres temps, je me consacre à temps. Mais les autres vont parler d'ennui. Mais l'ennui, vous pouvez, par exemple, lire. La lecture vous apporte beaucoup plus d'éléments instructifs que, par exemple, le portable. Vous pouvez faire autre chose dans la vie que d'être accro au réseau et aux réseaux sociaux. Parce qu'on le remarque, dès que quelque chose sort, on s'inscrit tout de suite pour être dessus, pour être les premiers à en parler, déjà avec les camarades et autres. Alors, Mohamed Dorogo, est-ce que, selon vous, disons, toute cette addiction peut amener à la cybercriminalité d'une part? Oui, vous le voyez déjà, vous l'avez déjà entendu, la cybercriminalité, c'est sous différents aspects, sous différents angles. La jeune fille qui parle d'appeler beau gosse, c'est une forme d'escroquerie parce que elle sait qu'elle n'aime pas la personne, mais elle l'escroque par le biais du téléphone. Le fait que j'ai 3 gars, 3 go que je peux gérer comme je veux, le fait que je peux dire que je vends tel produit alors que c'est le faux que je vends, etc. et tout, et toucher des personnes. Le fait que je peux même, par exemple, encourager la haine, la violence, plein de choses. Parce que, vous savez, moi, quand j'entends ces choses, je pleure parce que nous sommes en train de construire une société de robots et en même temps une bombe qui va nous détruire plus tard. Le nombre d'informations négatives qui circulent en une journée et auxquelles chaque individu est exposé est énorme. Moi, par exemple, je refuse systématiquement qu'on partage toute information négative avec moi. Numéro 1. Numéro 2, j'ai bloqué tout ce qui est téléchargement automatique. C'est quand j'ai envie de... Tu m'envoies quoi? C'est quoi tu me dis d'abord? Mais les gens, c'est pas ça. On relaie tout. Vérité, mensonge, fausseté, crime, on relaie tout. Et les gens ont même une tendance à plus relayer la négativité. Et après, les gens se demandent qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que le pays est dur? Pourquoi est-ce que... Non, c'est votre attitude, c'est votre comportement. Combien de choses négatives nous partageons? Donc, vous voyez, tous ces éléments-là
font que nous avons des personnes qui sont malades. Si aujourd'hui nous avons plus de coachs, si aujourd'hui nous avons des vendeurs d'illusions, même qui se prétendent être des coachs, c'est parce que nous savons que les gens sont malades. Le fait de vouloir paraître, le fait de vouloir s'afficher, des fois, il y a des gens qui perdent des opportunités d'emploi juste à cause de ces genres de choses-là. Toi-même, tu n'as pas mangé, l'autre personne repas, tu vas faire photo de repas de l'autre et tu mets. Alors que tu n'as même pas trouvé à manger, toi-même, tu n'as pas un emploi. Donc tu montres à tout le monde que tout va bien, tout est parfait. Pourquoi nous allons t'aider? Et après, tu viens pleurer pour dire ça ne va pas. C'est toi qui montres que tu es à l'aise, tu t'en fous de tout le monde. Alors que tu as un chagrin d'amour, les soirs avant de dormir, tu pleures tout seul. Donc, le paraître est tellement présent dans la vie de tout le monde. Et ils se disent, et c'est là, je les comprends quelque part. Parce qu'il y a des soi-disant coachs qui viennent, qui montrent que tout va bien, ils conduisent des voitures. Mais c'est faux, qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de réussite par ascenseur. Non, c'est même pas escalier. Réussite là, c'est échelle. Il faut aller. Non, mais c'est échelle parce qu'au fur et à mesure, vous montez, il faut être prudent. Vous pouvez encore chuter. Mais on ne leur dit pas la vérité. On met du n'importe quoi. On met quelque chose là. On l'efface. Tout le monde se jette dedans. J'ai envie de faire ça. Je dois faire ça. De faire ça. Puis on détruit tout. Donc, cette histoire de cybercriminalité est dans tous les sens. Même nous, les coachs, on peut également le faire. Nous récupérons en fait, nous tâtons en fait le terrain pour voir quelles sont les difficultés, les faiblesses. Tu prends ça et tu mets ça sur le... Que quelqu'un veut, la personne achète. Bon, voilà. Donc, c'est à tous les niveaux, dans tous les corps de métier possibles que cette histoire peut vraiment avoir des impacts. Avoir des impacts. Très bien. Alors, on va parler tout à l'heure de comment en guérir parce que vous nous en parliez un peu tout à l'heure. Elisha, pour vous, quelles sont les autres conséquences qu'on peut avoir de cette utilisation, je vais dire, qui devient nocive? Les autres conséquences, je me permettrai de parler en ma qualité. Oui. Déjà, j'ai été très très séduit par le développement de M. Dorego parce qu'il a ratissé large en fait quand on parle de cybercriminalité et en disant mais là, on peut se retrouver dans plusieurs situations, on peut se retrouver en face d'actes de cybercriminalité. Le fait d'apprendre qu'il y a une star qui a diffusé une sextape, tout de suite on va aller télécharger la sextape. C'est ça. Le fait d'apprendre qu'il y a des élèves dans une école qui ont fait une sextape, tout de suite on recherche la sextape. Bon, encore que la sextape, ce sera tout à l'heure. Le fait d'apprendre que, tel artiste et tel artiste sont en clash, il faut aller les insulter. C'est ça. Ben, en fait, vous voyez des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui s'asseyent pour commenter, insulter d'ailleurs des gens qui ont déjà mangé le matin, et les insulter. Et sans le vouloir, en fait, il s'expose à des risques de poursuites judiciaires. Oui. Parce que lorsque vous allez commenter un post sous une publication et que vous vous permettez de tenir des propos injurieux, mais le code du numérique vous sanctionne. On n'a pas besoin d'attendre la plainte de la personne. Oui, malheureusement, oui, bien entendu. Bien entendu, il faudrait que la personne dépose une plainte. Ou... Bon, il faudrait que quelqu'un qui s'estime indirectement ou directement lésé par cette injure dépose une plainte. Ça peut être la femme de la personne, son enfant, un frère, ainsi de suite. Donc, en fait, vous voyez, la plupart du temps, les gens s'exposent à diverses sortes d'actes pouvant les conduire dans la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est pas juste le fait de rester derrière son ordinateur et de demander aux blancs d'envoyer de l'argent. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'infractions. Et comme l'aurait dit l'autre, nous sommes tous des délinquants potentiels. Dans cette histoire-là de réseaux sociaux, nous sommes tous des délinquants potentiels. Donc j'apprécie vraiment cet aspect-là qu'il a évoqué. Donc je voudrais dire donc qu'en termes de conséquences, il y a des conséquences au plan juridique. Il y a déjà des conséquences au plan pénal, où le fait, par exemple, de détenir des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée d'autrui, le fait d'injurier une personne par des moyens de communication électronique, le fait de est très sévèrement sanctionné par le code du numérique. Et ce sont des peines qui vont à partir de 5-6 mois jusqu'à 10 ans, voire plus. Parce que beaucoup pensent que quand même la liberté d'expression passe par là. On est libre de dire tout ce qu'on veut par rapport à tout ce qu'on a partagé. Et de commenter, on ne se rend pas compte forcément qu'il y a des sanctions derrière. Oui, c'est justement ça. Et je pense que lorsque le vent va souffler, et je sais que ce vent soufflera, ou lorsque les personnes seront conscientes du danger, ou lorsque les victimes seront conscientes de leurs droits, lorsque ces victimes-là vont décider de déposer des plaintes devant les juridictions compétentes, et lorsque 1, 2, 3, 4 personnes seront sanctionnées, eh bien les gens vont se dire attention, les réseaux sociaux, il faut faire
vraiment attention. Marouf, j'espère que vous ne commentez pas n'importe comment la publication. Non, pas du tout, pas du tout. Mais pour revenir à l'affaire de cybercriminalité, je pense que le lien entre avant c'était par exemple avec l'ordinateur, les ordinateurs et autres, mais le lien entre le smartphone, avec le smartphone et toutes ces applications, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence maintenant entre l'ordinateur et le smartphone. C'est encore bien, c'est avec le smartphone ils font ça maintenant parce qu'ils peuvent se déplacer librement, allègrement avec le portable. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, la dernière fois, j'ai vu le maire de Cotonou qui a publié une fausse information pour dire, attention, ça c'est fake news. Des jeunes qui se sont rassemblés pour créer fondation et ils ont mis son nom et pour demander de l'argent. Vous n'êtes pas sans savoir également que d'autres fondations, comme par exemple pour la première dame, et les gens utilisent ça pour vous envoyer un message. D'autres fondations, par exemple, ils vont dire d'autres stars. Par exemple, je suis Samuel Eto'o, je suis bloqué dans un avion, je souhaiterais que tu me fasses ça. Donc tout ça, ça a quitté l'ordinateur pour venir sur le portable. Donc même le portable, ça facilite cette cybercriminalité. Et je pense, comme le juriste l'a dit également, il faut que les gens sachent quoi commenter. Mais pour ma part, je pense qu'il y a quand même une nuance à faire. On est en train de parler des jeunes qui ont un avenir, des jeunes qui sont instruits, des jeunes qui sont à l'école. Mais l'autre côté, c'est qu'il y a des gens qui s'en servent pour s'enrichir. Les réseaux sociaux. Bien sûr. Oui, parce que par exemple, ils vendent leurs activités. Leurs activités, oui. Un peu comme M. Dorego, comme il a dit à l'entame. Oui, ils vendent leurs activités, mais cela ne doit pas leur permettre de ne pas structurer le temps et de s'accrocher, et le temps qui leur permet de s'accrocher à leur portable. Mais surtout, il y a également ce phénomène des influenceurs. On les appelle souvent les influenceurs, qui aussi passent par les médias, par les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux-là. Ils vivent des réseaux sociaux d'ailleurs. Ils vivent des réseaux sociaux pour avoir quelques sous. Donc je pense qu'il faut quand même faire cette nuance-là. Le message, c'est pour ces jeunes, et il y a d'autres qui en font leur boulot. Oui. Si vous me permettez, le message est pour tout le monde. C'est pas uniquement que pour les jeunes. C'est pour tout le monde en ce sens que nous recevons des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de couple à cause du téléphone portable. À cause du téléphone portable, aujourd'hui, une femme peut déjà être infidèle à son homme et vice-versa. À cause du téléphone portable, la femme ou bien le mari est couché à côté. Et on se parle pas. Voilà, non, mais à côté, mais en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Parce que les gens font également l'amour au travers des réseaux sociaux. Totalement. On a vu des scènes comme ça et c'est là où parfois les sextapes sont des dérivés de ça. On peut envoyer les parties intimes, etc. Beaucoup de choses et tout. Des fois même, ils sont en train de faire l'amour avec l'autre, mais ils écrivent carrément. Et puis, tout ça là, quand ça revient, on se dit c'est à tous les niveaux, peu importe l'âge. D'accord ? Maintenant, la nuance plutôt pour moi, ce n'est pas le fait de dire les influenceurs ou ceux qui travaillent. C'est dit, si vous avez envie d'utiliser les réseaux sociaux, faites-en une profession, c'est-à-dire c'est un outil professionnel pour vous. Si ce n'est pas un outil professionnel, vous n'avez pas besoin. Un réseau social, en fait, c'est pour dire nous avons une communauté, nous partageons quelque chose ensemble. Si vous n'avez pas d'intérêt en commun, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? C'est pas que vous comprenez. Bien sûr. Non, je suis d'accord. Ils peuvent pas être d'accord. Ils peuvent pas être d'accord. Parce que là, nous sommes en train de disséquer un problème. J'ai dit tout à l'heure, quand on m'a posé la question, que le fait que les gens sont présents en quantité, en nombre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a d'abord un profond mal-être. C'est d'abord là le problème. Le problème n'est pas lié au fait que je suis étudiant. Non. C'est d'abord un mal-être. Les gens ne sont pas à l'aise à la maison. Certains ne mangent pas. Certains ont des difficultés. Certains n'arrivent même pas. Parfois, il y en a qui sortent. Garçons ne les appellent pas. Donc, si je fais mon petit make-up et tout, je fais photo, je mets des trucs avec de bons commentaires. Ou alors, je me comporte en star, je me dénude un peu, etc. Les gens viendront. C'est comme un marché, en fait. Mais tout ça, c'est un mal-être. Mais ça ne veut pas dire que nous allons dire que c'est la norme pour tout le monde. C'est ce que j'essaie en fait de clarifier. Donc il y a un problème. Si on peut régler ce problème-là, montrer aux gens que le paraître n'a jamais aidé. Il y a beaucoup de choses. Ces jeunes aujourd'hui qui parlent, beaucoup de publications. Je me rappelle de ce jeune homme qui avait, je pense que ça s'est passé au Cameroun, qui avait postulé à MTN. Et puis ils ont accepté dans un premier temps son dossier. Mais après on s'est rendu compte qu'il avait fait des publications des années antérieures. Et il a insulté l'opérateur. Et du coup, on lui a retiré. Vous voyez, l'offre par exemple. Vous voyez, donc il y a de ces choses-là que la nuance pour moi, on peut utiliser les réseaux sociaux comme étant un outil professionnel.
comme moi je le fais, moi je ne suis pas du tout addict au téléphone. Je ne peux pas me lever le matin et prendre mon téléphone. Même malgré le fait que vous avez une je ne peux pas. J'ai un objectif. Oui. Vous comprenez, quand je me lève, j'ai un objectif. Avant de me coucher, j'ai un objectif. Oui. Et je comprends. Oui, allez-y. Oui. Mais je voudrais que vous apportiez la nuance que c'est sous réserve de vérification, de confirmation, ce que vous venez de dire à propos de l'opérateur, parce que ça pourrait... oui. Non, oui. C'est vrai. Oui. Non. GSM, oui. Ok, bon. C'est ça. D'accord. Merci. Okay. Apporter la nuance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pourquoi je comprends. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais, moi, je ne peux pas. J'ai un objectif, même le fait de publier, le fait d'être présent, c'est pour un contexte déterminé. Par exemple, je prends un exemple simple me concernant. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je fais 3 mois d'activité et j'ai un mois de pause. Je m'en fous que les gens se désabonnent de moi. C'est mon problème. Je travaille pendant 3 mois, j'ai 1 mois où je me repose, je suis déconnecté, je ne parle pas de business, quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc, c'est une question de planification. Et peut-être que c'est à ce niveau qu'on va parler de comment éviter ou quoi faire, etc. Marouf, très rapidement. Oui, très rapidement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui en font une profession. Donc, ce serait difficile pour eux. Lorsque vous n'en faites pas une profession, lorsque vous n'en faites pas une profession, il faut véritablement avoir un planning pour savoir quand aller voir aller voir son portable, aller sur les réseaux sociaux et autres et répondre à certains messages et commenter, liker ce que vous voulez. Mais ceux qui en font une profession et que ça leur rapporte de l'argent, imaginez que ce serait difficile quand même. Les influenceurs, il y a même des gens, la seule fait que vous cliquez sur leurs photos qu'ils ont publiées leur rapporte suffisamment de l'argent. Par exemple, des vidéos par exemple sur YouTube que certains artistes publient, lorsqu'ils ont des millions de vues, plusieurs vues, ça leur rapporte suffisamment d'argent et ils arrivent quand même à subvenir à certains besoins avec ça. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il faut parler à ces jeunes-là qui n'en font pas une profession. Mais lorsque ça en fait une profession, on ne peut pas s'en séparer. On est au 21e siècle. En fait, l'addiction devient, disons, nécessaire, indispensable et compréhensible. Une addiction est compréhensible finalement. Moi, non, parce que la question que j'aimerais poser à M. Barou, vous êtes journaliste, mais quand vous finissez, vous rentrez chez vous, vous continuez pas à travailler dans votre sommeil? Non, pas du tout. Non, c'est en fait ce que je dis. Si c'est une profession, c'est que j'ai des heures de travail, après je me repose, je me déconnecte. Et si c'est une profession, ma vie privée n'est pas étalée. Oui, par exemple, Marouf, nous allons poursuivre dans les échanges pour parler donc de comment régler la situation, comment guérir, comment se traiter. Parce que tout à l'heure, vous disiez, c'est une maladie, il faut se traiter. Déjà, c'est qu'il faut déjà reconnaître qu'on est malade. Parce qu'il n'y a pas, j'aime bien cette citation de Jean Pliat qui dit qu'il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que de malades incurables. C'est-à-dire, lorsque la personne accepte qu'elle est malade et qu'elle se dit, ok, j'ai envie de me guérir, ça va être beaucoup plus facile pour cette personne-là. Et si la personne est déterminée. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse que oui, là, je suis malade et j'ai envie de souscrire ou bien est-ce que je vais dire abonner à une thérapie, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais j'adhère à une thérapie pour pouvoir faire le travail qu'il faut. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'établir des objectifs. Et ça, là, j'insiste. Toute personne qui a dépassé la 20 ans, même si c'est bien normal, c'est à partir de 15 ans, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire de sa vie. Avoir un objectif, un plan. À 20 ans, je me retrouve où? À 25 ans, je me retrouve où? À 30 ans, 45, 50 ans, qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, pendant cette période-là, cette année, qu'est-ce que j'ai à faire? Planifier. Malheureusement, et quelque part, c'est ce pourquoi je me barre aujourd'hui, je voudrais qu'on enseigne la planification aux gens depuis. En fait, il faut une éducation aujourd'hui à l'utilisation. À l'utilisation et à la gestion du temps d'abord. D'accord. Parce que déjà, lorsque on arrive à ce stade-là, les gens peuvent facilement mieux utiliser le temps et ne pas. Parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est pas qu'ils se retrouvent en fait, comme il a dit, c'est l'ennui. L'ennui fait que les gens ont envie de tout faire, de tout découvrir, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, adopter un plan, des objectifs qu'on peut maintenant saucissonner, par exemple, en objectif journalier, hebdomadaire, mensuel, etc. Maintenant, l'une des choses les plus importantes qu'il faut faire, et tout à l'heure, je pense que j'ai oublié son nom. Non, l'influenceur en a parlé tout à l'heure. Il y a un influenceur qui en a parlé. La garde, je ne sais plus trop. J'ai oublié son nom. Évitez, quand vous vous levez, le premier réflexe soit votre téléphone portable. C'est tellement important et capital. Et si c'est le téléphone qui nous réveille? Justement, le téléphone peut vous réveiller à distance.
Par exemple, quand je veux travailler, je mets mon réveil, mais mon téléphone est toujours au salon. Moi, par exemple, j'éteins toujours mon téléphone avant de dormir. Je refuse de passer toute la journée dans les ondes et d'aller au lit et dormir encore dans les ondes. Et on me dit, mais s'il y a urgence, c'est pas mon problème. Je ne suis pas le sauveur, c'est Dieu qui est sauveur. Quelqu'un vient, on a besoin de moi, vient taper à ma porte. Dans le cas contraire, la personne, c'est pas moi qui suis son sauveur. Je sais pas si vous comprenez. Donc ça également, mais l'autre chose la plus importante, c'est maintenant l'accompagnement des parents et des amis. De l'entourage. Voilà. Je voudrais parler surtout aux parents. Vos enfants ont des problèmes parce que vous n'arrivez pas à prendre soin d'eux. Vous avez démissionné. Le fait qu'on court après l'argent a fait qu'on ignore nos enfants. Et parce que les enfants se sentent mal, parce que les enfants se sentent incompris, parce que les enfants n'ont pas quelqu'un qui pourra les mettre dans leurs bras, leur parler, leur dire je t'aime, leur dire ma fille tu es belle, etc. Ces enfants vont aller chercher cet amour dehors. Une fille à qui vous ne dites pas tu es belle, je t'aime, lorsqu'un gars lui dit je t'aime, elle est toute excitée, toute contente, on dirait un feuilleton, et puis elle se laisse comme ça, et puis on en profite, on fait ce qu'on a envie de faire. Il y a des enfants qui sont déjà, enfin ils sont avec leurs parents, mais c'est comme s'ils sont des colocataires. Ce n'est pas normal. L'enfant a besoin de sentir une communauté, de l'amour, de la chaleur familiale. Donc, quand vous rentrez chez vous, oubliez vos téléphones, essayez de communiquer, de dialoguer. Ayez des instances où mettez le téléphone de côté. Discutons comment ça a été ta journée. Tant qu'on ne fera pas ça, on est en train de se faire du mal. Et n'oubliez pas, il y a un aspect dont nous n'avons pas parlé ici, c'est que il y a aussi les conséquences sur le plan de la santé. Parce que les téléphones rendent malades. Ça crée les cancers, ça diminue en fait, je sais pas, notre capacité à réfléchir, etc., et à répondre comme cela se doit. Il y en a qui deviennent malades. Il y a même quand on mange et on ne se donne pas correctement au repas qu'on prend, on a des problèmes gastriques, on a des indigestions. Il y a plein de choses que le téléphone portable crée, mais que nous ne pouvons pas évaluer. Donc il y a trop de dangers. Je voudrais, en famille et disons dans les clubs d'amis, lorsqu'on dit par exemple, on veut faire une fête, en fait, mettez un panier. Quand tu viens, tu déposes ton téléphone dedans. Ce serait intéressant en même temps, de faire cette fête-là. J'imagine si les gens iront. Non, il y en a, j'ai lu le témoignage d'un monsieur pour son mariage. Il a dit, pas de téléphone portable. On a mis tous les téléphones à l'entrée dans un panier, c'est fermé. Il dit, c'est seulement les photographes que j'ai pris. Et au moins, ça a permis à tout le monde d'être là, de parler. Aujourd'hui, on se dit tout sur les réseaux sociaux. On ne se connaît même pas véritablement. Je n'ai même pas compris. Il y a encore... En tout cas, c'est dangereux. Je vais m'arrêter là pour laisser également les autres aussi apporter. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire selon vous? Je pense que la personne la mieux indiquée à parler. Ce que je peux dire, moi je pense qu'il faut discipliner. Et vous savez, j'ai récemment lu qu'au Japon, sous réserve de confirmation, qu'au Japon, l'État aurait interdit aux enfants, aux mineurs, de se connecter plus de 3 heures de temps sur les réseaux sociaux par jour. Lorsque vous allez amener une mesure comme ça au Bénin, attendez voir ce que les gens sortent dans les rues pour crier. Mais en fait, voilà un État qui éduque ses enfants. Voilà un État qui prend la mesure des enjeux et qui veut, comme on le dit, couper la queue de l'animal dans sa jeunesse, avant que le problème ne s'élargisse. Donc je pense que l'État a une responsabilité, mais malheureusement l'État ne mettra pas en œuvre cette responsabilité. Il revient aux parents, bien évidemment, de prendre leurs responsabilités face aux enfants. Et voilà, pas en interdisant les réseaux sociaux aux enfants, mais en réglementant. Pas plus, tu ne passeras pas plus de 3 heures de temps, pas plus de 2 heures de temps sur les réseaux sociaux. Il faudrait que tu limites tes fréquentations sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vois telle ou telle personne t'écrire sur les réseaux sociaux, fais attention à tout ce que tu divulgues sur les réseaux sociaux. Fais attention aux photos que tu partages sur les réseaux sociaux. Ainsi de suite. Moi, je me rappelle lorsque j'étais encore à l'université, une de mes amies s'est fait prendre au jeu. Elle discutait avec une personne depuis plus d'1 an. Elle a tissé une affection sans précédent avec la personne. Mais il se fait en fait que c'était pas avec une fille qu'elle parlait, mais avec un homme. Elle lui a envoyé des photos d'elle dans des positions pas très catholiques. Et après, il s'en est suivi des mois de chantage sanctionné par des choses que je ne voudrais pas dire ici. Pour dire quoi? Pour dire que, en fait, elle a été mal éduquée aux réseaux sociaux et elle en a payé le prix.
et beaucoup de personnes en paient le prix. C'est juste une question de discipline. Il revient aux parents pour les enfants, bien évidemment. Maintenant, pour les adultes malades, comme il l'a dit, il n'y a pas pire malade que celui qui ignore sa maladie. Donc, il revient à chacun de faire un autodiagnostic et de savoir où est-ce qu'elle se situe et comment faire. Et d'aller vers les professionnels. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je sais que vous voulez revenir. Mais en attendant, on va recevoir Nafissat pour les messages. Quelques téléspectateurs nous ont écrit. On va les suivre après l'intermède. Voilà, de retour donc sur ce plateau. Nafissat Hassani, bonjour. Bonsoir, Brielle. Comment vous allez? Ça va très bien. Quelques messages pour nous ce soir. Oui, il y a Temos qui nous dit que l'addiction aux réseaux sociaux peut être résolue par la prise de conscience du principal concerné et une volonté manifeste de sa part de se défaire de cette addiction. Par exemple, il peut se décider lui-même à réduire peu à peu ses heures de connexion. Il peut commencer par réduire d'1 heure, ensuite d'une demi-heure et ainsi de suite. C'est le résultat d'un processus personnel et d'une volonté personnelle. Très bien. Processus personnel et volonté personnelle. Donc, il y a Jeannette qui nous écrit depuis le Togo. Oui. Je pourrais dire que le téléphone n'est pas vraiment bien utilisé par la jeunesse. Il l'utilise sur la route, n'importe où, et cela crée des accidents, les maladies et la jeunesse a vraiment besoin d'aide. Avec cette application, je tais le nom de l'application, tout est gâté. C'est vraiment une maladie. Bonne émission à vous. Merci à elle de nous suivre depuis le Togo. Oui. On passe aux anonymes. C'est bizarre, mais je ne peux pas m'en passer. Je me trouve plus au complet et plus à l'aise quand je suis connectée. Durant la panne qu'il y a eu il y a quelques semaines, c'est comme si je suis déconnectée du monde. Je suis déjà accro, j'y peux rien. Et il y a le dernier qui nous dit « Je ne peux rien sans mon smartphone. C'est le mode de vie que je me suis donné et je me suis déjà adaptée à cela. » Quelques messages donc qui confirment que la situation est quand même un peu criard. L'un des internautes qui nous dit quand même que lui, il est assez complet, il se sent complet quand il est avec son téléphone portable, Monsieur Dorego. Je vous l'avais dit que l'une des causes de ce problème, c'est un mental mal nourri et sous-nutri. Ça veut dire que si la personne n'a pas une bonne perception de certain nombre de choses, la personne va concevoir le monde selon sa manière de voir et ce qui donne ces résultats-là. Donc cette personne qui parle, il y a des choses qu'elle n'a pas encore comprises. Et j'aime comme un de mes mentors me le dit, vit encore. Qu'elle vive encore et qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Et ce que je voudrais ajouter tout à l'heure, comme l'ami juriste m'a déjà appris sous réserve, bien sûr, de vérification, il y a un documentaire où les barons même qui ont créé Facebook, WhatsApp, Twitter et autres, interdisent à leurs propres enfants de faire usage des écrans, des tablettes, de tout le reste. Alors, qui se pose la question, pourquoi ceux-là même qui ont créé, qui gagnent leur vie sur la base de ces applications, de ces réseaux sociaux, limitent ça à leurs enfants? Les enfants vont à des écoles où on ne doit pas en aucun cas faire usage d'écran. Aujourd'hui, l'écran a fait que l'homme n'est plus social. L'homme a été relayé à un rang plus bas que l'animal. Non, on va et pas c'est triste. Non, on va pas aller jusqu'à ce point. Non, mais c'est des réalités que nous voyons. Ok, je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez un cas d'accident sur la route, où deux personnes se battent sur la route. Le premier réflexe, c'est prendre le téléphone portable et de filmer. Ce n'est pas de sauver les vies. Ce n'est pas d'aider les personnes. Ça là, est-ce que nous ne sommes pas devenus plus bas que l'animal? Alors que parfois les animaux s'entraident. Il y a des choses que nous voyons. Moi, je dis, ceux qui disent ça là, il n'a qu'à, si c'est une femme là, elle n'a qu'à choper une grossesse, aller à l'hôpital pour voir si son smartphone peut lui donner. On va finir ce premier plateau avec votre mot de fin, Marou Fabiola. Oui, je pense pour ma part qu'il faut réduire le temps de connexion. Il faut avoir un planning et réduire, par exemple, si vous avez 4 heures, et réduire ça peut-être à 2 heures, 1 heure. Et ce serait difficile, je le dis toujours. Si on ne pense pas à ce côté, c'est comme s'il y a quelque chose d'incomplet. Je le dis toujours, il y a des gens qui utilisent ça et qui en vivent. Un rédacteur web, des gens, des influenceurs, des artistes même sur les réseaux sociaux. Mais le jeune qui a un avenir, qui fait par exemple, qui est juriste, avocat et autres, il doit pouvoir se concentrer sur son avenir, doit pouvoir se concentrer sur ce qu'il a choisi comme filière pour pouvoir réussir son avenir. Merci. Parce que comment
des astuces, par exemple, une astuce par exemple que moi j'utilise fréquemment, c'est que je sélectionne les applications réseaux sociaux de mon portable, je les déplace vers un dossier que j'écarte de l'écran. Donc à chaque fois, parce qu'il faut le voir, il faut la voir, il faut voir cette application avant d'être intéressé. Et lorsque l'application est là, que vous ne la déplacez pas, il y a des notifications. Et ceux qui ont créé ne sont pas bêtes. Ces notifications-là sont en rouge. Et qu'est-ce que la notification vous dit? La notification vous dit, vous qui avez le portable, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Ouvre pour voir. Il y a quelque chose. Et lorsque... Non, écoutez, très rapidement, je vais finir. Je vais finir. Et lorsque vous ouvrez vous-même cette application, parce que ça vous tente. Lorsque vous ouvrez, vous partez et vous faites la chose, vous-même vous êtes soulagé. C'est comme par exemple, vous écrivez une note à 22h, je dois faire temps. Lorsque vous revenez plus tard, à 22h, vous l'avez fait, vous-même vous êtes soulagé. Ah, au moins j'ai accompli. Comme quand on a faim et qu'on mange, on est satisfait. C'est ça. Donc, déplacer ces applications-là, par exemple, de l'écran et de les cacher carrément et utiliser. Vous allez voir que ça va. Ça va vous permettre véritablement de ne pas être connecté tous les jours. Merci Marouf. Oui, je pense que Marouf a souligné un point très très important. Il faut en fait faire ce que moi je vais appeler une cure de digital d'intoxication du digital. Et déjà, déplacer, c'est une solution, mais on peut également changer l'affichage de son téléphone portable en mode par exemple gris, pour que ça ne soit pas en couleur. On supprime les couleurs pour éviter qu'il y ait ça. Il y a également des téléphones qui ont ce qu'ils appellent des réfrigérateurs. Oui. Donc, on peut mettre une application dedans. Oui. Donc, lorsque je veux travailler, je me lève les matins, je peux dire, avant de me coucher, par exemple, je mets WhatsApp dedans. Donc, quand je me réveille, j'allume mon téléphone, je n'ai pas de notification. Ça me permet de travailler, etc. Ou bien quand je veux travailler, je bloque tout ça. C'est quand je finis à une heure déterminée que j'enlève pour pouvoir recevoir les notifications. Parce qu'effectivement, c'est les notifications ça nous bombarde, ça nous incite, en fait, à aller ouvrir, etc. Donc, je voudrais dire aux gens, faites l'effort de vous en passer. Même ceux qui sont de façon professionnelle, vous savez, un homme est complet quand il est équilibré. D'accord? Donc, qu'on essaie de faire la part des choses sur tous les plans. Moi, ils ont tout dit. Moi, ce que je peux rajouter, c'est quoi? Ce que je peux te dire, c'est que le téléphone en lui-même est déjà une tentation. Donc, pourquoi ne pas s'éloigner du téléphone lorsqu'on travaille, par exemple? Moi, je prends le cas de gens. Moi, à mon bureau, je vois des collègues qui ne peuvent pas se passer le téléphone. Et moi, le conseil que je donne, c'est, mais écoutez, mais laissez le téléphone ailleurs et puis travaillez, concentrez-vous. Ce que je peux donner comme astuce, c'est tout simple. Éloignez-vous du téléphone. Si vous avez WhatsApp et que vous devez vous connecter régulièrement, ouvrez WhatsApp sur votre ordinateur de travail et laissez le téléphone loin. Et maintenant, qu'y a-t-il de si urgent dans la vie? Je pense que le travail, en tout cas pour le jeune, est plus important que la distraction. Donc, s'il n'y a pas d'urgence pour quelqu'un, si quelqu'un n'a pas d'urgence, vraiment d'urgence, et quand on parle d'urgence, c'est vraiment, il faut savoir définir l'urgence. Merci, encore il faut avoir la même définition de l'urgence. Voilà. Si vous n'avez vraiment pas d'urgence, vous n'avez aucun intérêt à passer tout le temps sur votre téléphone. Concentrez-vous sur votre vie, vous allez forcément aller de l'avant. Merci, Moussa Elisha. Nafisat. Moi, je ne suis pas encore accro, donc ça peut aller. Oui, mais pour ceux qui sont accros, ils n'ont qu'à essayer de se désinfecter. Eh bien, peut-être que vous allez leur donner la potion qu'il faut pour se désinfecter. Merci, Nafisat. On vous retrouve tout à l'heure pour le second sujet. Je vous raccompagne juste avec l'intermède et nous, on poursuit. Voilà, nous poursuivons cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111 98 80 93 111 sur ce plateau en direct pour nous donner vos avis, vos commentaires sur les sujets ou encore nous envoyer les messages via le WhatsApp au 54 10 18 20 54 10 18 20. Second sujet donc de notre plateau, il s'agit des sextapes. Nous restons sur les réseaux sociaux, mais en réalité un phénomène
grandit de plus en plus dans notre société, c'est la publication des sextapes en réalité. Alors, Monsieur Dorego, pour vous, qu'est-ce qui peut réellement expliquer ce phénomène-là qui grandit de jour en jour? Déjà, je venais de le dire que l'homme est tombé à un niveau plus bas que l'animal. Parce que, je ne sais pas, à force de vouloir s'évaluer, se comparer, se tester, montrer que l'un est plus fort que l'autre, ça peut pousser des hommes en débat, dire il faut se filmer. Sinon, moi, je ne sais pas ce qui peut amener des personnes en débat, dire bon, on va se filmer. C'est pourquoi, pour voir après comment était la prestation, comment je ne comprends pas. Vous comprenez? Donc, je ne peux qu'attribuer ça en fait à un déficit mental ou à un déficit émotionnel ou psychologique. Je pense, oui, un déficit dû à quoi? Pour moi, c'est le fait que le phénomène des sextapes prenne de plus en plus de l'ampleur est dû à quelque chose que nous savons mais que nous n'avons pas le courage de dire. C'est quoi? C'est la prolifération des sites de pornographie. Et non seulement la prolifération des sites de pornographie, mais également je dirais la prolifération du nombre d'abonnés à ces sites de pornographie. Je n'ai pas des statistiques clés de nombre de personnes abonnées aux sites de pornographie, mais je sais que beaucoup de personnes dans leur chambre, dans le petit coin de leur chambre, vont sur ces sites-là se ressourcer, apprendre, regarder, se faire plaisir. Et c'est de là que tout vient. Parce que lorsque vous voyez des gens faire devant une caméra, et ça a l'air tellement intéressant, tellement excitant, vous-même, dans votre petite chambre, vous avez envie de le faire pour regarder ce que pouvoir donner. Et c'est là où le déficit est né. Le déficit, c'est ce qui crée ce déficit mental. Je ne sais pas comment le qualifier autrement que le mot déficit. Sinon, je dirais que ça crée peut-être une situation où voilà, la personne a envie de faire mieux que ce qu'elle voit déjà derrière cet écran. Donc je pense que c'est déjà ça. Depuis les années, je vais pas dire les années, mais depuis peut-être 10-15 ans où les sites de pornographie sont devenus légion. Que vous le vouliez ou pas d'ailleurs, si vous êtes sur internet aujourd'hui, sans le vouloir, vous tombez sur des sites de pornographie. Vous voyez des liens sur lesquels vous cliquez et qui vous renvoient sur des sites de pornographie. Et lorsque ces sites-là sont désormais monnaie courante sur internet, ne vous attendez pas à ce que les enfants ou les jeunes en situation de déséquilibre mental n'aient pas envie de reproduire cela. Moi, j'ai même été choqué de voir des posts sur les réseaux sociaux de jeunes qui disent écoutez, par quel moyen est-ce qu'on devient star porno? S'il vous plaît, aidez-moi, je veux gagner ma vie comme ça. C'est pour dire que, bon, voilà, en même temps, on apprend qu'il y a des stars de porno qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent leur vie, qui sont des multimillionnaires. On a envie de faire comme eux. Et pourquoi ne pas commencer par sa chambre? C'est là, il y a un mal profond, un mal-être et un mal profond dans la société. Et je sais que je ne suis peut-être pas très habilité à parler de ce mal-là, mais je sais que c'est un mal qui existe et les personnes habilitées doivent pouvoir creuser ce mal, ressortir les causes de ce mal et combattre cela. Je pense que les sociologues sont bien placés pour le faire. Les psychologues également sont bien placés pour analyser le mal. Et il faut le faire parce que nous tendons vers l'abîme avec cette situation-là. Où vous voyez en France récemment les députés français il y a eu des députés français qui sont insurgés contre le fait que certains sites pornographiques soient libres d'accès aux enfants. Ouvert. Et c'est ça qui entraîne le phénomène des sextapes où vous voyez, mais vous allez sur un site pornographique et vous voyez que cet élève-là a posté une vidéo. Mais pourquoi est-ce que moi-même je ne peux pas faire ça avec ma copine qui est dans le même collège que moi? Et on poste ça sur le même site pornographique, on verra combien de vues on a. Et voilà, la morale étant ce qu'elle est aujourd'hui, la conséquence, elle est là. Vraiment, oui, vous voulez réagir? Oui, bon, c'est vrai que j'en ai rien, mais les arguments que Mozart a soulignés sont très pertinents. D'abord, je voudrais dire que les causes de l'addiction des réseaux sociaux sont également valables pour le sextape. Parce que c'est toujours, vous savez, personne ne le fait, même si on en rit, une personne sensée ne peut pas faire ça. Donc si les gens font ça, c'est qu'il y a forcément un problème, il y a quelque part un déséquilibre qu'il faut analyser. Et il a donné un peu la source. Mais il y a aussi le facteur
criminogènes. C'est-à-dire des personnes qui le font parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont nuire à la personne. Par exemple, on fait c'est une ou un sextape, c'est plutôt une sextape. On fait une sextape avec une personne et après, on lui fait un chantage pour revenir, pour coucher avec elle le plus longtemps possible. Si tu ne reviens pas, je vais publier. Et la fille, parce qu'elle a peur, elle doit se livrer à chaque fois. Vous comprenez? Il y en a, par exemple, c'est pour pouvoir escroquer, faire une extorsion de fonds, etc. Donc, c'est d'abord, il y a l'intention. Donc, on met la personne à l'aise. Non, c'est juste pour voir comment c'est et tout. Je vois la télé, moi, mais je veux voir à quoi ça ressemble et tout. Et comme la femme ne voit justement, excusez-moi, jusque le bout de son nez, elle se laisse. Il y en a qui se font filmer à leur insu. Bon, oui, il y a aussi le facteur à leur. Ça c'est autre chose, mais la plupart de ces types qu'on monte, c'est parfois des personnes qui sont suffisamment assez consentantes. Il y en a pour la majeure partie. Donc j'estime que ces causes-là, ces facteurs-là sont également déterminants dans ces cas-là. Il y a aussi le fait que nous vivons dans une société où le sexe, parce que les gens travaillent, parce que les gens sont confrontés aux réseaux sociaux et tout, il y a aussi ce qu'on appelle la baisse de la libido. Les femmes ne sont plus satisfaites. Les hommes ne sont plus assez compétents au lit. Donc, c'est ça qui fait que les gens se disent, bon, il faut que j'aille, par exemple, regarder les films pornographiques, etc., etc. Donc, du coup, quand on entend que oui, un gars a fait telle chose, on veut aussi expérimenter. Donc, ça permet de dire, bon, et si on essayait? Et puis après, bon, si on le sait, comment est-ce qu'on va s'apprécier, comment est-ce qu'on va se voir? Alors, par confiance, 2 personnes s'engagent, ils le font, mais une seule personne, après de mauvaise foi, peut balancer, ou alors le téléphone est perdu, quelqu'un le retrouve et puis dit, bon, voilà, moi, je vais leur faire un sale coup. Ou même, aujourd'hui, quand tu passes ton téléphone à quelqu'un, les gens ont cette sale habitude, systématiquement, dans les messages, dans les galeries pour voir. Donc, il y a tous ces paramètres-là où quelqu'un peut rapidement, subtilement transférer un message dans le but de vous nuire, de vous détruire. Oui, je pense que si vous avez, je vais peut-être vous étonner, s'il y a un couple sincère, parce que ça participe, ceux qui le font, et pour les livres que moi j'ai lus, c'est pour réinventer par exemple sa vie sexuelle, c'est pour revoir ses exploits, c'est pour réaliser un fantasme. Et je pense que lorsqu'il y a un couple sincère, et quand vous êtes dans le couple et qu'il y a la sincérité, il y a la confiance vis-à-vis de l'autre, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas divulguer ce qui a été fait, parce que c'est dans un couple. Mais lorsque ça va au-delà du couple, que c'est une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous avez connue l'un ou l'autre, c'est souvent avec des intentions de nuire. Par exemple, garder un souvenir de ce que j'ai fait avec telle personne et au moment opportun, divulguer ce souvenir-là qui va peut-être nuire à l'autre. Par exemple, un chantage pour lui soutirer de l'argent. Mais pour soutirer de l'argent, c'est comme venir à chaque fois avec qui vous avez couché ou bien vous avez eu des rapports sexuels, lui demander de venir à chaque fois. C'est comme ça aussi pour du chantage. Vous pouvez demander à la personne d'être en train de verser de l'argent. C'est comme une cotisation. Mais les conséquences sont dramatiques. Les conséquences ne sont pas bonnes. Lorsque, par exemple, on est en couple, il y a l'intimité. Il faut être honnête. Vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. Mais lorsque vous finissez, il y a cette... Oui, c'est pour ça que je dis, je vais vous étonner. Vous êtes en couple. S'il y a cette relation de confiance vis-à-vis de son partenaire, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. Quant à vous, à la fin peut-être de supprimer, de faire l'utilisation, une utilisation saine, je vais dire. Une utilisation saine, rationnelle et également supprimer après. C'est normal lorsque vous êtes en couple. Certains peuvent se permettre. On ne peut pas dire, lorsque par exemple c'est avec une autre personne, avec d'autres personnes, même en couple, il faut déjà prendre les précautions. Les précautions, c'est de supprimer. Parce que chacun en couple, il sait ce qu'il veut faire. D'autres, dans d'autres... Je ne suis pas d'accord. Écoutez. Oui, écoutez. C'est des choses qui paraissent, ça paraît banal, mais c'est ce qui se fait dans certains couples. Et par exemple, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux c'est parce qu'on est au 21e siècle que les gens en parlent. Moi, j'ai l'honnêteté de le dire. C'est pas que je le fais, mais il faut être honnête de dire ce qui se passe. C'est que celui qui est dans son couple à la maison ne peut pas vous dire qu'il est en train de faire cette step. C'est parce que nous sommes au 21e siècle. C'est parce qu'il y a attendez, je vous en prie. C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a WhatsApp, Facebook et autres
que par exemple, c'est pas Mégad, la vidéo passe sur les réseaux sociaux que nous tous nous voyons, et parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que nous commentons. Ce qui se passe dans les couples, on ne sait pas. Mais si quelqu'un veut réaliser par exemple un fantasme avec sa chérie, mais ils sont en intimité. Moi j'ai même lu des ouvrages où on dit, pour garder la relation le plus longtemps possible, il faut pratiquer tout ce que vous avez envie de faire. Et dans la durée, lorsque vous allez vieillir, ce sont ces souvenirs-là qui vont vous permettre même de rester en contact. Merci Marouf. Justement. Non, je ne suis pas totalement contre. Parce que, vous savez, c'est juste que M. Marouf a su souligner un aspect de la chose. Je vais dire, déjà, je trouve personnellement, je ne dirais pas que c'est malsain, mais je vais dire que c'est dangereux. Même si la confiance règne, je trouve que c'est dangereux de se livrer à ça et qu'il est important que nous le soulignions sur ce plateau. Parce que, vous savez, nos téléphones nous écoutent. Moi, j'ai fait une expérience. J'ai fait l'expérience de filmer quelque chose. Je l'ai supprimé de mon téléphone. Mais il se fait que j'avais oublié que ma galerie était synchronisée à mon Google. À mon Google. Je vais au bureau, j'ouvre mon Google et je vois que, en fait, la vidéo que j'ai supprimée était encore là. Imaginez que quelqu'un ait eu accès à ce moment-là à mon PC et que c'était une vidéo pornographique ou une vidéo dont la diffusion aurait porté atteinte à ma vie privée. C'est pour dire que c'est vrai, chacun a ses délires. Dans un couple, chacun a ses fantasmes. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir des fantasmes. En tout cas, lorsque ces fantasmes-là se limitent à ça, à lui-même, à lui et lui seul. Maintenant, c'est ce qu'il en fait. Et je trouve honnêtement que c'est dangereux dans un couple de se livrer à ça. J'aurais peut-être trouvé plus prudent de le faire si l'on veut le faire avec un caméscope qui n'est pas un téléphone connecté à Internet et en même temps de supprimer comme il le dit. Et là encore, c'est encore dangereux. C'est dangereux. On va téléverser sur un PC qui est connecté à tout et donc c'est compliqué finalement. Ce qui va sur Internet aujourd'hui est indélébile. Tout ce qui va sur Internet peut être récupéré aujourd'hui. Donc, c'est dangereux pour un couple de le faire. Donc, les couples qui le font, moi, je vais leur dire tout simplement d'arrêter de le faire. Et c'est mieux. Moi, c'est le conseil que je peux dire. Arrêtez de le faire ou trouvez un moyen dont vous êtes sûr de la sécurité. Après, je ne parle pas des élèves, des enfants qui le font. C'est ça. Parce que ça, c'est encore un autre débat. Exactement. Les enfants qui le font. Nous allons y venir tout à l'heure. Si vous me permettez, nous sommes sur un plateau de télévision et l'émission doit également éduquer les gens. Donc, je ne peux pas dire ou bien cautionner le fait qu'on dise que les gens peuvent le faire. Chers amis, chers parents, chers élèves, ne le faites jamais. Jamais. D'abord, nous n'avons plus de couple. Dans toute la société actuelle, nous n'avons plus de couple où on parle d'intimité. Les gens se trompent. C'est juste des colocataires, deux personnes liées par un contrat de mariage. C'est simplement des personnes qui poursuivent leur intérêt. Si jamais tu tournes le dos, le gars va te poignarder. Tu tournes le dos, la go va te poignarder. C'est un contrat établi sur l'intérêt. Si tu n'es pas de mon église, je ne t'épouse pas. Si tu n'es pas fils de tes parents, je ne t'épouse pas. Ce n'est plus l'amour qui lie les personnes. 95% des couples qui sont formés sur la base de pur intérêt. Si vous faites l'erreur de vous laisser avoir pas des personnes pour dire on est amoureux, non, je ne sais pas. Regardez les films pornographiques si vous voulez. Prenez toutes les positions dans la chambre, sur le plafond, tout ce que vous voulez, mais ne filmez pas. Ne filmez pas. Ne filmez pas. Parce que, non, je ne sais pas quel plaisir. Je ne sais pas qui sont ceux-là qui inquiètent des livres dire qu'il faut réinventer. Non, il y a 1000 manières de se créer du plaisir, du bon souvenir. C'est vrai que de plus je ne suis pas contre, je ne veux pas juger. Non, parce que moi-même personnellement, plus dangereux. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Nous avons tous pris pas des choses, pas ces gens de délit, peut-être pas jusqu'à ce degré-là. Mais avec le temps, il faut qu'on ait l'honnêteté de dire à ceux qui viennent après nous, ou bien qui peuvent être tentés par ça, de ne jamais le faire. Même avec caméscope, ce n'est pas autorisé. Oui, ce que je veux dire clairement, c'est les raisons qui amènent à cela que j'ai évoqué. Je ne dis pas que c'est bon de le faire. Il faut comprendre la logique. Les raisons, et je le rappelle, les raisons évoquées de mes récentes lectures, en tout cas, les raisons évoquées, c'est pas réinventer sa vie sexuelle et réaliser un fantasme, c'est les raisons évoquées. Okay. Mais les conséquences sont graves. Les raisons évoquées également dans un couple où carrément
et avec quelqu'un que vous avez connu, mais c'est dangereux de le faire. Et je l'ai souligné que c'est dangereux parce que après cette vidéo peut nuire. Mais les raisons sont différentes des conséquences. Oui, et les raisons sont différentes également de ma perception de la chose. C'est les raisons. Il est important. Le fait, ce n'est pas le fait de dire on est contre. Ça a des conséquences négatives. Mais qu'est-ce qui amène... Merci. Maintenant, voilà. Maintenant, il est important de dire également la cause. Qu'est-ce qui amène les gens à le faire? Et c'est sur ces raisons que nous évoquons. Oui, bien sûr. Alors, on a parlé d'autres causes. D'autres causes. Donc j'en ai parlé au début, mais je n'ai pas développé. Et ça, c'est beaucoup plus lié aux jeunes. Et là, je veux parler une fois encore aux parents. Arrêtez de sauter des classes à vos enfants. Il faut que mon enfant ait le bac à 14 ans, à 15 ans. Même surdoué là, laissez les gens aller normalement. Parce que lorsque l'enfant n'est pas préparé à la réalité, et on le jette dans la fosse, la jungle de l'université, ce qui se passe sur le campus est énorme. Les parents ne savent pas ce que vivent les enfants. Nous sommes coachs. Ce que les enfants viennent nous raconter à 15 ans, à 16 ans. Ou les enfants, ou bien quand tu es une fille, tu es jugé à ta capacité de faire par exemple la fellation. Quand tu as dit, il y a des choses que tu dois faire dans le milieu. Donc quand tu n'arrives pas à le faire, soit tu te drogues, soit tu deviens quelqu'un de totalement qui a une mauvaise estime ou une mauvaise image de toi-même. Avant que les au point où tu es capable de te laisser filmer. De te laisser filmer. En fait, c'est des délires en fait. L'enfant n'est pas préparé à ça. L'enfant se retrouve... Il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non. Même là, il ne sait même pas ce que c'est que le sexe. Il découvre en fait un nouveau monde où tout est permis. Donc, il se lance dedans. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler aux enfants. C'est pourquoi le coaching est indispensable dans les universités, dans les écoles. Si les gens refusent ça, si aujourd'hui à l'état où nous sommes, l'État ne fait pas l'effort d'incorporer le coaching dans le cursus scolaire, ça va être difficile pour les enfants. Moi, je me rappelle, j'étais allé à une conférence dans une école, c'est un CEG, je ne vais pas appeler le nom, et j'ai vu les élèves, j'ai parlé pendant 2 heures. L'élève avait déjà fait programme avec sa camarade. S'il finissait là, les deux doivent aller de l'autre côté gérer. Préparer, tout était rempli. Mais le jour-là, quand j'ai parlé, la fille pleurait, le gars aussi est resté calme. Et en rentrant, il a pris mon numéro, il m'a envoyé un message, il m'a dit, monsieur, merci beaucoup, vous avez déjà sauvé la vie aujourd'hui. J'avais prévu déjà gérer la fille qui était à côté de moi. Mais à cause de votre message, ça m'a touché. Je pense qu'il est prudent que je prenne mon temps. Ça a aidé, ça a sauvé. Donc, je voudrais dire aux parents, allez doucement avec les enfants. Qu'ils laissent le temps, ou bien qu'on prenne le temps de leur parler, de les préparer, comme je l'ai dit. Parce que le fait qu'on néglige les enfants, le fait qu'on ne parle pas de sexe aussi en famille, oui. Le sexe qui n'a pas une éducation sexuelle appropriée, et comme cela se doit, fait que ces enfants sont livrés à toutes sortes de choses. Oui. Et puis l'alcool aidant, la drogue surtout en milieu universitaire, c'est l'alcool et la drogue qui font que les gens font du délit. Parce qu'une fois que tu es sous l'effet de la drogue et de l'alcool, et tu es dans le milieu, tu baignes, on te filme, tu ne sais pas. Des fois, on te dit, c'est des séances de partout, on est à 3, on est à 4, et puis on ne sait même pas qui filme. Ce n'est pas bien. Oui. Je voudrais rajouter, en dehors de la question qui concerne les enfants, qu'il n'y a pas, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés, les adultes aussi sont concernés. Et justement, il y a le problème de l'estime de soi dont il a parlé. L'estime de soi, ça touche aussi les adultes. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont en manque de confiance. Dans le couple, dans les couples, vous voyez, soit c'est l'homme qui est en manque de confiance sur ce point de vue par rapport à sa femme qui lui rappelle que ses performances sont baissées, ou c'est peut-être lui qui rappelle à sa femme que des graisses se sont rajoutées à son corps. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là qui créent un manque de confiance mutuelle, où l'autre est prêt à aller à des extrêmes pour montrer à son conjoint qu'il est toujours là, ou elle est toujours là, elle est toujours dans le bain. Et donc, on est prêt à se livrer à tous les fantasmes. Donc, le fait de se filmer. Et je pense qu'il y a vraiment des risques, il y a beaucoup de risques dans cette pratique-là de se filmer. À défaut de trouver un moyen, moi je le dis, je ne vais pas être hypocrite. Je sais que quoi que l'on dise, il y aura toujours des gens qui vont le faire. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est tellement dangereux qu'il faut en mesurer la portée. Et maintenant, si vous tenez à le faire parce que c'est un fantasme pour vous deux, attendez-vous aux conséquences. Préparez-vous psychologiquement à ce que ça peut avoir comme conséquence. Et si vous voulez éviter ces conséquences, alors trouvez un moyen sûr pour que le film de vos ébats ne traverse pas la porte de la chambre. C'est compliqué de fermer la porte de la chambre à ces films-là. Alors, en attendant de parler des conséquences et des autres aspects, il y a, disons, Aziz Achamou qui est allé sur le terrain et qui a recueilli l'avis de quelques personnes pour nous. On va sur son élément et on revient. Des images et vidéos obscènes qui font le tour des réseaux sociaux
montrant des jeunes comme adultes en plein débat sexuel. Le phénomène prend progressivement corps et ne laisse personne indifférente. La sextape, phénomène devenu viral, qui visiblement devient la distraction favorite de bon nombre de personnes. Les élèves des lycées et collèges s'invitent également dans la danse, des vidéos qui touchent à la pudeur, mais sans vergogne, des jeunes qui s'y adonnent. Dans ce témoignage rapporté par nos confrères de Reporters Monde Bénin TV, Dame X confie avoir été victime d'une situation du genre. Elle s'explique. Je fais cette vidéo pour marquer avec véhémence un démenti fait à mon sujet sur les réseaux sociaux. En effet, grande a été ma déception lorsque j'ai été informée par ma belle-sœur d'une certaine publication me désignant comme la reine des sextapes, la dangereuse envoûteuse et j'en passe. Confuse, le cœur meurtri, je ne pouvais plus contenir mes larmes. Je profite de ce plateau pour réfuter purement et simplement cette diffamation qui ne cadre ni de près ni de loin à ma personnalité. Interpellée et depuis lors, j'ai traversé une période d'accalmie. Et voilà, 3 ans plus tard, subitement, cette même photo réapparaît. On l'a publiée avec mon identité, mon contact avec la mention « Écrivez à cette fille pour être ajoutée à son groupe de sexe ». Je puis vous assurer que j'en suis profondément choquée, abattue, offusquée et indignée. Je ne sais pas d'où est partie cette rumeur, ni pour quelle raison elle circule. Peut-être qu'un jour, un détracteur honté s'est levé et a décidé de me pourrir l'existence. Je me pose juste la question de savoir, qu'ai-je fait pour mériter autant de cruauté? Quoi qu'il en soit, l'affaire est entre les mains de la justice. Et j'espère vivement une suite légale afin de faire valoir mes droits. Maximum de partage pour m'aider à restaurer mon nom, ma dignité et ma réputation. Merci à tous. Des stars sont également mêlées à ce phénomène. Depuis quelques jours, par exemple, elle fait le buzz sur la toile. L'artiste nigériane Tiwa Savage, dont la vidéo en plein débat sexuel avec son homme aurait fuité. Dans une interview accordée à une chaîne privée, la star dit avoir été victime d'un chantage et que cette vidéo date d'il y a longtemps. Au Bénin, par exemple, les instruments juridiques consacrent le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il fait obligation à chacun de l'exercer dans le respect des dispositions légales, dans le respect de la vie privée et des institutions. De même, la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin et la loi numéro 2018-31 mettent en garde toute forme de harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Quant à la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, elle dispose en son article 527, alinéa 1 et 2, citation, est constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit des images relatives à la commission d'infraction, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 25 millions de francs CFA. Voilà donc l'élément réalisé par Aziz Achamou sur la situation. Alors, Monsieur Dorego, vous avez suivi l'élément. Il y a d'ailleurs cette vidéo d'une dame qui a publié donc son histoire sur les réseaux sociaux il y a un bon moment déjà, qui nous explique un peu comment elle a souffert de cette situation et autres, malgré le temps qui passe, la même vidéo revient tout le temps. Oui, c'est normal parce que c'est un support numérique, c'est un élément numérique. Quelqu'un l'a forcément gardé quelque part. Et il y a même des sites sur lesquels aujourd'hui, quand les gens voient des choses comme ça, ils envoient sur les sites. Et plus ils ont des vues, plus ils sont payés. C'est stocké en fait. Donc c'est indéfini. En fait, indéfiniment, c'est stocké quelque part. Ça peut revenir à tout moment, essentiellement quand c'est un collègue qui veut vous faire chier ou un ami qui vous fait chier, etc. Donc ça va revenir. Et comme on l'avait dit, les gens vont toujours le faire, mais s'ils pensent un peu à l'avenir, mieux vaut l'éviter, quoi. Parce que quand c'est parti, on ne peut plus l'arrêter. Justement, on parle des conséquences de cette histoire-là sur la vie de la personne, mais également, il y a les sanctions juridiques qui sont prévues d'abord sur la personne.
Non, sur la personne, déjà, c'est des lésions à la fois psychiques, psychologiques, émotionnelles, et également sur le plan spirituel. Et cette personne n'est plus la même. Cette personne n'est plus vue de la même façon. On n'est même pas, parfois, je dis, il serait mieux que ces gens de personnes changent même carrément d'environnement. Parfois même de pays. Il faut carrément aller ailleurs pendant un temps. C'est pas du tout facile. Et nous sommes dans, vous savez, notre culture, étant ce qu'elle est, on ne l'accepte pas, on ne tolère pas. D'abord la famille, on vous tape, on vous critique, on vous injurie, on vous dit que vous êtes renié par-ci, par-là et tout. Sans oublier que vous devenez maintenant également un objet sexuel pour tous les hommes que vous allez croiser plus tard. Donc, c'est des blessures émotionnelles qui restent gravées en la personne tout le restant de sa vie. Si cette personne ne fait pas le travail qu'il faut pour arriver à une étape où elle se dit, ok, c'est ma vie. En fait, si la personne ne devient pas consciente de son erreur et assumer cette erreur, elle dit, oui, je l'ai fait, c'est ma vie, sûr. Et alors, on passe à autre chose. Mais il faut savoir également le faire. Le faire. Marouf. Oui, je pense que quelles que soient les raisons, les causes qui vous amènent à faire cela, il faut penser à l'avenir parce que ça peut entacher toute une carrière. Ça entache même parce que lorsque, par exemple, vous avez des amis, vous êtes dans un groupe et par mégarde, il y a une vidéo comme ça qui se retrouve sur le net. Ça va vite sur le net. Des milliers de personnes ont déjà vu. Il y a une personne peut-être même qui est contre vous, qui est dans un coin, l'a déjà enregistré, l'a sauvegardé quelque part. Donc, et en son temps, va faire ressortir cette vidéo-là pour vous emmerder, pour faire ce qu'il est, pour atteindre ses objectifs. Normalement, ce qu'on constate, c'est des objectifs négatifs sur la santé de la personne, sur son psychisme et autres. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas s'adonner à ça, quel que soit ce que vous voulez faire. Quelle que soit l'envie. Quelle que soit l'envie, c'est vrai, on le dit. Certains vont encore continuer par le faire en raison de temps ou temps. Mais si vous voulez continuer à le faire, c'est d'abord mauvais, mais prenez la précaution de supprimer. Encore que lorsque ça passe sur le numérique, c'est difficilement effaçable. Parce que des années après, on peut rechercher et retrouver. Il y a certains font ça pour gagner en notoriété également. Mais c'est minime. On a connu des gens qui ont eu affaire. C'est éphémère. C'est minime. Non, pas éphémère. C'est pas éphémère. Ce que je veux dire, c'est que le pourcentage est très très faible. Peu de personnes le font. Peu de personnes arrivent à faire ça et gagner en notoriété. Vous connaissez l'histoire de Kim. C'est pas là. Kim Kardashian, c'est pas là ça a commencé sa notoriété. Même si ce n'était pas voulu. Même si ce n'était pas voulu parce que elle était dans une détresse, elle ne se sentait pas bien, mais il a fallu une révolution par le temps pour pouvoir l'assumer confortablement et prendre le dessus. Mais c'est pas pour ça, il faut s'adonner à ça. Et il y a aussi le suivisme. Certains jeunes qui disent, si tel a pu le faire, c'est que je peux le faire également. Et aussi le fait de prendre le dessus sur sa partenaire, de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Parce que vous allez voir, la plupart du temps, ça déstabilise beaucoup plus la femme lorsque vous faites le constat. Parce que cette femme sera huée, il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas l'admettre, qui vont dire, c'est pas toi on a vu sur cette vidéo, et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Donc il est important que les téléspectateurs sachent que c'est pas bon de le faire, de ne pas s'adonner à ça, même s'ils veulent le faire, de savoir comment s'y prendre. Mozart et Lisha. Oui, les conséquences au plan juridique découlent justement premièrement des blessures psychologiques et émotionnelles que la personne aura ressenties. Parce que déjà, lorsqu'on parle de conséquences au plan juridique, il y a des conséquences pénales, au plan pénal, mais également au plan civil. Vous pouvez, la victime de telles publications peut saisir le procureur de la République pour demander à ce que le procureur prenne en charge l'affaire et fasse une enquête, diligente une enquête pour rechercher les coupables. Et lorsque les coupables sont retrouvés, ils peuvent être poursuivis pour plusieurs choses. Je parle toujours des conséquences au plan juridique. Et il y a plusieurs infractions sur cette ligne-là. Atteinte à la vie privée. Diffusion d'images pornographiques. La liste est longue, la liste d'infractions que l'on peut attribuer à une personne qui s'est entremise dans la diffusion ou la circulation. Donc ça veut dire que quand je reçois et que je partage. Quand je reçois et que je partage, je suis dans la chaîne. Je suis dans la chaîne. Quand j'ai sciemment filmé pour partager, je suis également dedans. Oui. Donc les couples qui se filment
comme je le disais, les couples qui se filment et qui ne prennent pas le soin de s'assurer que ce qu'ils font là ne dépasse pas le seuil de leur porte là. Lorsqu'ils l'ont fait sciemment, lorsque l'un d'eux sciemment diffuse, ben c'est fini, hein, il est également sous le coup de la loi. Donc toutes les personnes qui s'entremettent dans la diffusion de ces images pornographiques là sont sous le coup de la loi, y compris ceux qui appuient le bouton partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà les conséquences au plan pénal. Monsieur Aziz l'a rappelé tout à l'heure dans l'élément, mais au plan civil, les personnes peuvent également être poursuivies pour dommages-intérêts. Et quel dommage-intérêt, honnêtement, peut valoir, bon, à moins que, oui, l'histoire de Kim Kardashian, d'accord, mais combien est-ce que vous pensez que le juge pourra obtenir de celui qui a fait pour laver l'honneur? Merci, pour laver votre honneur. Combien vaut votre honneur? C'est ça. Quel est le prix de votre honneur? C'est ça. Et je ne pense pas qu'avec 10 millions, une condamnation à 10 millions de francs CFA ou 50 millions de francs, en tout cas moi personnellement, ça ne laverait pas mon honneur. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, simplement. Très bien. C'est vrai que même si la société condamne et autres, c'est cette même société qui commente, qui réagit, qui amplifie davantage ces genres de publications sur les réseaux sociaux et autres, même si elle condamne et autres. Oui, c'est... Ce que je voulais dire, c'est que... Nous avons un téléspectateur en ligne apparemment. Bonsoir. Il est parti. Sûrement que nous allons le retrouver dans les prochaines minutes. Oui, oui. Même si la société condamne, c'est la société là qui contribue au partage. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de sextape, lorsqu'on apprend, la plupart des jeunes veulent savoir où se trouve la vidéo. La question, moi j'ai fait un tour sur le net le jour où j'ai appris l'affaire de sextape de l'artiste nigériane Tiwa Savage, mais les commentaires à 90%, c'est où se trouve la vidéo. Je veux la vidéo. C'est ça. Au fait, lorsqu'ils arrivent à avoir également la vidéo, ils partagent à leurs amis et c'est ça qui amplifie les commentaires. Donc je pense que c'est la curiosité. Voir. Et une star comme elle, on se dit, mais comment elle a pu faire ça? 1. Comment elle était dans l'action? 2. Et quelle sera sa réaction? C'est les 3 choses que le jeune, lorsqu'il apprend une sextape, c'est les 3 choses en quoi il s'adonne. Curiosité, comment elle a pu faire ça et comment elle était en action. Mais cette curiosité-là, est-ce que finalement c'est normal? Oui, c'est normal en ce sens que le mal n'a pas besoin de publicité. Tout ce qui est mauvais va tout seul. Donc il suffit, vous allez voir, même les artistes, quand ils commencent pas à s'insulter, paf, ça prend vite. Alors que quelqu'un qui dit quelque chose de sensé, un élément éducatif, personne ne partage. Dès qu'on se met à dire du n'importe quoi, paf, ça part en flambée. Donc c'est quelque chose de normal. On parle de sexe, on parle de quelque chose qui est mauvais. Les gens ont un cœur mauvais, tordu, pervers, donc ils veulent voir de quoi il s'agit. Non, ils veulent apprendre de ça. Non, on ne parle pas de quelque chose qui est mauvais, parce que le sexe, c'est quelque chose qui est... Non, c'est sextape qui est mauvais. Vous comprenez. Le sextape en soi est mauvais. Donc, si par exemple, je peux imaginer que ça peut arriver à ma soeur, qu'est-ce que moi je gagne à partager? Vous m'excusez, c'est pas du sextape, mais ce qui s'est passé récemment avec l'histoire du professeur, je ne sais quoi. Moi, dès qu'on m'a envoyé ça, j'ai refusé. Même un ami à côté m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu as vu là? Il dit, montre-moi. Il dit, je ne te montre pas. Ce n'est pas normal que je te partage ça. Il dit, envoie. Il dit, je ne t'envoie pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas quel plaisir j'aurais à relayer une telle information. Je ne veux même pas savoir. D'abord, je me suis dit, qu'est-ce que les gens ont même pensé pour mettre ça dans un forum publié? Pour moi, c'est déjà pas normal. Donc, vous voyez, c'est déjà quelque chose où... Mais d'un côté, ça a quand même aidé. Et peut-être si on n'a pas le contact, ça a aidé quand même à prendre la situation en main. Ça, c'est un autre sujet. Le législateur le précise. La loi et le code du numérique précise que dans les cas où les éléments à caractère sexuel sont relayés dans le but de dénoncer ou dans le but de dénoncer. Dans ces cas-là, la loi ne sanctionne pas. Dans ces cas, la société plutôt encourage. Donc, il peut arriver des situations où on partage pour dénoncer plutôt que pour nuire à quelqu'un. Voilà.
Et il faut distinguer ces cas-là. Je vois. Alors, comment gérer la situation quand on se retrouve dedans? On peut vouloir fermer la porte n'importe comment, mais on est dans la situation, comment la gérer? Gérer comment? Lorsque, par exemple, vous voyez votre vidéo sur le net, je pense qu'il faut agir sur son psychisme. Il faut avoir un mental de résistant, un mental fort pour pouvoir assumer. Parce que la vidéo ne ment pas. Si c'est votre image, c'est vrai qu'on peut truquer, il y a les truquistes, on peut arranger l'image, à placer votre vidéo, mais si c'est réellement vous, ça va se sentir tout de suite. Et lorsque c'est vous, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Déjà, il faut conseiller à ne pas faire, mais lorsque ça arrive, il faut prendre du recul, soit c'est normal, vous assumez, mais vous prenez le temps de rester déconnecté. Comme par exemple, je prends par exemple l'exemple sur Tiwa Savage, celle-là, parce que c'est la plus récente. C'est la plus récente. Elle a assumé, elle a dit que c'est véritablement pour elle et qu'elle assume parce que c'est entre elle et son conjoint. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Et qu'ils l'ont fait, c'est pas Mégad que le conjoint a envoyé ça. Mais avant de supprimer, quelqu'un d'autre avait déjà enregistré. Et celui qui l'a enregistré voulait faire du chantage avec. Et elle n'a pas cédé au chantage. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir assumer mais de ne pas répliquer à tout, de garder son sang-froid, d'agir sur son psychisme, d'avoir un mental de résistant et se déconnecter pour le moment. Ça passe aussi vite. Vous voyez les buzz. C'est pour ça s'appelle buzz. C'est que ça passe vite. C'est vrai que dans le temps, ça peut revenir. C'est vrai qu'à tout moment, ça peut revenir. Mais si vous arrivez à gérer la période là de buzz là, la période tellement courte de buzz là, le reste vous pouvez vous en sortir facilement. Mohamed de Rego. Oui, je pense que Marouf a traité déjà le sujet d'une façon ou d'une autre. La première des choses, c'est qu'il faut accepter la situation. Oui, c'est le cas. Oui, je l'ai fait. Oui, c'est une erreur. Mais la vie continue. Si les gens ont envie de me blâmer, qu'ils continuent. S'ils ont envie de m'envoyer des pieds, qu'ils le font. Si eux n'ont jamais péché, tant mieux. Et puis la vie continue. Le reste, maintenant, il faut peut-être souscrire à une thérapie pour pouvoir être soi-même et tout, changer un peu d'univers, de ne pas milieu. Être trop choqué par tous les commentaires aussi. La meilleure chose à faire, c'est de faire une cure. C'est-à-dire, vous sortez de ce milieu toxique. Vous allez quelque part, vous refaites un peu une santé mentale et tout. Et en fait, les personnes à qui ce genre de choses arrivent, à part les stars, qu'on veut nuire volontairement, à qui on veut nuire volontairement parce qu'on veut de l'argent, les personnes à qui ce genre de choses arrivent, moi je les aime particulièrement. Parce que en fait, c'est le meilleur moment de sa vie pour étonner le monde. C'est le meilleur moment de sa vie pour prendre du recul et de travailler sur soi-même. C'est juste une alerte. La vie vous offre une deuxième chance, une deuxième opportunité de rebondir positivement et d'étonner agréablement les gens. Donc quand ça arrive, ce n'est pas grave. Prenez du recul, soyez un gladiateur, rebâtissez votre vie, faites en sorte en fait de donner une nouvelle tournure à votre vie. Il faut que dans 6 mois, quand les gens voient votre niveau de résultats, ils se disent qu'ils oublient. Dans une entreprise. Ben écoutez, même si vous êtes dans une entreprise, je pense que la loi doit prévoir soit. C'est pas parce que vous avez été victime d'une telle chose qu'on doit vous rendre la vie dure et difficile. Là, c'est une vie privée. Voilà, en plus, c'est une vie privée. Même si c'est une vie privée, ça peut entacher l'entreprise. Oui, si ça entache l'image de l'entreprise, autant que je démissionne, je prends ma vie. Ma vie est plus importante que la vie de l'entreprise. Alors, donc, je pense que c'est le juriste qui va nous éclairer peut-être par rapport à ça. Avant même ça, il y a quelque chose, un aspect important de la question que je voudrais souligner, c'est que lorsque ça arrive, pour moi, je vois 2 temps. Je vois le temps où l'information a circulé et où je suis victime de menaces et où l'information a circulé et où je ne peux plus rien rattraper. Lorsque l'information a circulé et que je suis victime de menaces, moi, mon conseil, c'est de ne pas céder aux menaces. C'est de ne pas céder au chantage. Réagir comme Tiwa. Je ne dirais pas ça. D'accord. Parce que tout dépend. Vous voyez la manière, la réaction de l'artiste. Oui. Elle a décidé d'aller dans un sens. Il y a plusieurs sens dans ce genre. Il y a plusieurs sens dans lesquels on peut aller dans ce genre de situation. On peut confirmer, on peut démentir. Ouais. On peut confirmer comme on peut démentir. Maintenant, démentir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça sorte. Mais vous pouvez démentir et en amont faire ce qu'il faut faire pour que ça ne sorte pas. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, j'ai été
je vais aller dans la pratique parce que très rapidement. Nous avons encore 5 minutes. Oui. Moi, j'ai conseillé plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans la situation. Oui, je prendrai l'exemple même d'un frère direct, un membre, je dirais, de ma grande famille qui en a été victime et qui m'a appelé. Je lui ai dit, ok, quelle stratégie allons-nous adopter? Le maître chanteur demandait 50 000 francs pour une mise de départ. Je dis, ok, au lieu de lui envoyer 50 000 francs, envoie 500 francs. Envoie 500 francs sur le numéro mobile money qu'il te demande et trouve-moi son identité. Donc, lorsque vous envoyez l'argent, bien sûr, vous avez l'identité. Donc, trouve-moi l'identité. Avec l'identité, nous avons déposé une plainte devant le procureur. Et lorsque la plainte a été déposée, le procureur a diligenté des mesures et très rapidement, la personne a été retrouvée. Donc, au lieu de céder au chantage, il y a des moyens par lesquels on peut passer. Très bien. Pour régler très vite la situation. D'accord. Mais lorsque vous ne connaissez pas l'identité du maître chanteur, portez plainte contre X et mettez la pression qu'il faut au niveau du bureau du procureur ou au niveau du commissariat pour que les enquêtes soient diligentées. Lorsque la personne va elle-même remarquer que il y a des enquêtes qui sont diligentées, elle va faire un rétro-pédalage avant de revenir peut-être à la charge une autre fois. Très bien. Merci bien. Alors, un petit intermède pour retrouver Nafissat pour les quelques messages qui nous sont parvenus. Nous sommes donc avec Nafissat. Vous avez reçu quelques messages sur le sujet également. Oui, nous allons commencer par Dougani Aruna. Je pense que c'est l'animosité de l'homme qui conduit à toute cette dérive. La responsabilité revient aux parents. Le parent doit fouiller le téléphone de ses enfants pour pouvoir contrôler, voir dans les groupes dans lesquels son enfant fonctionne. Il doit toujours veiller à ce que son enfant n'est pas sur les sites pornographiques. Je ne sais pas si les parents peuvent faire ça encore aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a les empreintes, les codes et tout. Je ne sais pas si les parents peuvent encore le faire. Il y a celui-ci, anonyme, il dit c'est le nouveau fléau qui mine notre société. J'en veux pour preuve la frayeur qui fait se tenir au carreau les footeurs français, l'affaire opposant Benzema et Valbuena. Nous jeunes devons prendre conscience. Nous sommes dans une dépravation des mœurs sans précédent. Les réseaux sociaux ne sont pas un canal de sexualité. Merci. Le sextape, au-delà de la rentabilité, pour ceux qui en font un commerce, peut détruire la vie des deux partenaires spirituellement. Lui, il est assez spirituel. Oui. C'est ça. Il n'a pas tort. Non, pas du tout. Sur le plan moral, ça affecte beaucoup de gens, mais moi, je condamne juste les acteurs. Pourquoi se filmer une partie de jambes en l'air? Sinon, à part ça, je n'ai rien à créer. Il y a Stanislas Yenoukoumé depuis Parakou. Bonsoir le plateau. Le déballage du jour trouve son fondement dans l'éducation de base et toute la difficulté est à ce niveau. D'aucuns vous diront que le monde évolue et ce prétexte peut amener le gouvernement à légaliser cette pratique. Non. Il y a le tout dernier qui dit bonsoir le plateau. Pour ma part, je pense que nous sommes en train d'oublier nos origines. Et il pense que les parents avant protégeaient ce côté. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose du genre et qu'il y a une fillette à côté de lui qui vient d'apprendre que ses parents font.
un truc du genre. D'accord. Il dit que les parents africains sont les meilleurs. Il faut qu'on retourne à la base. Il faut qu'on commence par inculquer les bonnes manières aux enfants. Merci beaucoup Nafissat et merci également à tous ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages. Alors, réellement une phrase, parce que nous sommes à 2 minutes pour conclure. Une phrase. Chers parents, aimez vos enfants, prenez soin d'eux, conseillez-les, ayez du temps pour eux. Et s'il vous plaît, pas de smartphone avant l'université. Merci. C'est aussi simple. Moussa Elisha. Mais je dirais qu'il y a des moyens juridiques, des mécanismes juridiques par lesquels on peut passer pour faire face à des situations de fuite, d'atteinte, je dirais d'atteinte à la vie privée. Le droit béninois est suffisamment riche en informations, riche en mécanismes pour réagir devant les juridictions, et il faut se tourner vers la bonne personne pour actionner ses droits tout simplement. Merci. Marouf. Oui, je dirais tout simplement aux parents de faire naître cette relation de confiance avec leurs enfants. Les parents doivent entretenir un lien de confiance avec leurs enfants, leur apprendre ce que c'est que le sexe, leur donner une éducation sur ce qu'est le sexe, ce que nous devons en faire par des sceptiques, leur apprendre à éviter la dépravation. Merci. Et je pense que ça devait aller. Merci Marouf. Nafissat. Oui, le CTP est privé, gardez ça pour vous. Bon, oui, on voudrait bien garder ça pour nous, mais on ne sait pas quand c'est publié. Merci à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. Je fais bien toutes vos conclusions parce que ce sont les conseils qu'il faut donner donc dans ces moments-là. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous depuis 20h. On se retrouve samedi prochain et pour d'autres sujets. Passez un bon week-end.